Voilà, l'enregistrement a débuté et le diaporama s'affiche. Donc, on va pouvoir démarrer l'intervention sur les spécificités du prendre soin en phase palliative. Donc, l'intitulé n'est pas neutre. On va questionner la nature palliative des soins infirmiers. Alors, pourquoi ce titre? Parce que lorsqu'on s'appuie sur le référentiel d'activité de l'arrêté du 31 juillet 2009, c'est-à-dire le texte qui finalement régit l'exercice de votre profession, dedans il est marqué que les soins infirmiers sont de nature préventive, curative ou palliative. Alors, généralement, la distinction entre le préventif et le curatif, on la fait assez facilement. Le préventif, c'est faire en sorte que, voilà, de manière générale, n'arrive la maladie ou bien éventuellement, dans la prévention tertiaire, éviter les complications d'une maladie ou d'un accident. Euh, Curative, on arrive à voir assez bien ce que c'est aussi. Palliative, c'est peut-être un petit peu plus flou. Et il est peut-être important de rappeler la distinction qu'il peut y avoir entre la stratégie curative et la stratégie palliative. La stratégie curative, l'objectif, c'est de guérir. C'est d'amener le patient à la guérison. Et donc, dans la stratégie curative, il y a des traitements qui peuvent être employés, il y a des examens qui peuvent être réalisés, même si c'est au prix d'un certain confort pour le patient. Oui, il y a des actes qui peuvent être invasifs, qui peuvent être un peu douloureux. Il peut y avoir des effets secondaires aussi, ça peut arriver par rapport à certains traitements. Mais bon, si on fait un rapport bénéfice-risque, dans l'ensemble, le patient, le rapport, il est quand même à l'avantage du patient. Dans la stratégie palliative, l'objectif, c'est plus du tout la guérison. L'objectif, ça va être l'amélioration du confort et de la qualité de vie. Donc, on est déjà sur deux logiques qui sont quand même distinctes. Donc, on ne va pas chercher à guérir, on va chercher à améliorer le confort et la qualité de vie qui reste. Là, cette qualité de vie, elle est à préserver, elle est améliorée par rapport à un temps de vie qui peut être très réduit. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est dans une stratégie palliative qu'il n'y a pas de traitement ou autre, en fait. Alors, il y a des traitements qui vont lutter contre les symptômes de l'inconfort, la douleur, les nausées, l'anxiété, l'angoisse, l'insomnie. On peut utiliser des traitements contre ces symptômes qui sont vraiment préjudiciables à la qualité de vie. Mais on peut utiliser aussi d'autres traitements qui peuvent avoir un effet positif sur la qualité de vie, même si à la base, on penserait qu'ils sont utilisés à visée curative. Un exemple tout simple, un patient qui a une infection urinaire, c'est douloureux, c'est inconfortable. Ça vaut peut-être le coup de mettre des antibiotiques pour le guérir de son infection. On ne va pas guérir de sa maladie si c'est un cancer ou autre, mais par contre, on peut guérir quand même des infections comme ça locales. Donc voilà une distinction qui est quand même assez précise, en sachant que la difficulté, c'est que des fois, dans certains services, les deux peuvent se croiser. Vous voyez, si vous êtes dans une unité de soins palliatifs, bon, c'est assez clair. Le patient, il a été admis. Voilà, le pronostic, il est très clair. Généralement, en soins palliatifs, vous avez des personnes qui sont admises majoritairement, c'est pour des cancers qui échappent à toute possibilité thérapeutique, ou alors c'est des maladies neurologiques qui sont dégénératives. Et puis des fois, il y a quelques personnes âgées aussi qui sont polypathologiques, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'atteintes hépatiques, rénales, cardiaques, voilà, que l'état général de la personne n'est pas très bon, et donc ça relève des soins palliatifs. La difficulté, en fait, c'est quand vous êtes dans les services de médecine, par exemple,
et que vous avez un patient où là, finalement, on ne sait pas trop, on est dans l'entre-deux. Et puis, bon, bah, voilà, on ne sait pas trop comment vous situer. Ce qui est embêtant, c'est que ça doit être l'un ou l'autre, hein. En fait, ça ne peut pas être l'un et l'autre. C'est pas possible, quoi, vous voyez. On ne peut pas faire du curatif et du palliatif en même temps, quoi. Soit on est dans une stratégie qui est curative, et donc dans ce cas-là, on se donne les moyens, quoi, pour le mettre en place, et puis parce que c'est justifié. Ou alors on est dans une stratégie palliative et il faut que ce soit aussi partagé par tous, hein. Ça va pour cette première slide? Oui, oui. Ouais. C'est assez clair? Oui. Très bien. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, une définition de ce que sont les soins palliatifs, c'est une définition que vous avez trouvée sur le site de la SFAP. SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc, c'est cette société savante qui est peut-être voilà, celle qui est la société de référence peut-être en France pour les soins palliatifs, qui organise ce congrès à Lille, hein, cette année. Et bon, je sais qu'il y a donc des personnes qui y participeront. Donc voilà, la SOP propose une définition que vous pouvez trouver sur son site. Donc sur son site, vous allez trouver beaucoup de documentation, vous allez trouver des définitions, et puis vous allez trouver aussi, ce qui est intéressant, c'est un répertoire des structures. Ça peut être pas mal si on cherche un stage, si vous cherchez les coordonnées d'une unité de soins palliatifs, d'une équipe mobile, ben voilà, allez sur le site de la SOP, hein. Donc, pour la SFAP, les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Bon, il faut s'arrêter sur les mots parce qu'ils ont leur importance. Des soins actifs, ça c'est important. Pour avoir l'image des soins palliatifs, où vous avez une infirmière qui est assise au bord du lit, à côté du patient, puis finalement attendre que ça passe. Voilà, c'est pas ça, c'est vraiment des soins actifs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une stratégie qui est déployée, hein, qui a été évoquée précédemment. Effectivement, on va se questionner, on va s'interroger pour mettre en œuvre finalement les moyens les plus adaptés pour apporter une meilleure qualité de vie possible à la personne. C'est pas parce que la personne est en fin de vie qu'on ne fait plus rien. Alors, il y a Cicely Saunders, qui est vraiment la personne de référence, peut-être. C'était une des pionnières dans le domaine des soins palliatifs. C'était une Anglaise, hein, qui a été vraiment à l'origine de ce mouvement. Et elle disait que lorsqu'il n'y a plus rien à faire, bah, tout est à faire. Justement, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à faire d'un point de vue curatif que tout est à faire d'un point de vue palliatif, en fait, hein. Donc, Cissy Saunders, bon, elle a eu un parcours assez atypique. Elle était, alors je crois qu'à la base, elle était infirmière, travailleuse sociale, et après, sur le tas, elle a pris des études de médecine et elle a créé une unité de soins palliatifs à Londres qui est encore en activité d'ailleurs. Et en fait, voilà, cette unité, ça a été un peu l'épicentre mondial de la culture palliative, en fait, hein. Euh, donc, ça s'appelle le 5 plus Offer Hospice. Et en fait, elle a amené des approches qui étaient un petit peu révolutionnaires, notamment le fait de s'implanter dans une rue qui est animée, où il y a de la vie, parce que les soins palliatifs, on est dans la vie, hein. Effectivement, les personnes sont proches de la mort, mais elles sont dans la vie, quoi. Donc, c'est important d'être dans la vie avec du passage, du bénévolat. C'est elle qui a eu l'idée de donner des petites doses de morphine en continu aux personnes. Donc, il n'y avait pas de SAP à l'époque, de SAP à l'époque, hein. Donc, ni de PCA. Et donc, l'idée, c'était de donner du sirop de morphine, comme ça, en petite quantité, régulièrement, un petit peu comme ça, très régulièrement dans la journée, pour apporter une couverture en continu aux personnes. Et donc, finalement, bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les SAP ou plutôt les PCA. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les traitements à libération prolongée, en fait, hein, les morphiniques à libération prolongée. Alors, pour bien comprendre un petit peu euh, l'importance que ça a eu, en fait, son rayonnement était tellement important que c'est parti
jusqu'aux États-Unis. D'accord ? Aux États-Unis, il y a eu un mouvement qui s'est créé aussi dans les années 70 avec la création d'une équipe mobile de soins palliatifs. C'est repassé vers le Canada. Vous voyez, on était dans l'Amérique du Nord. Et par le Canada, notamment le Québec, c'est venu en France. Et en France, ça s'est vraiment développé dans les années 80, en fait. Bon, il y a eu dans l'historique des soins palliatifs, il y avait déjà cette philosophie des soins palliatifs qui était déjà présente dans certains établissements. La version moderne telle qu'on la connaît, c'est les années 80, avec une unité qui s'est créée fin des années 80 à Paris, et puis après avec voilà, des orientations politiques qui étaient quand même assez fortes aussi dans les années 80 pour développer les soins palliatifs. La prise en soin, elle est globale. Globale, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement s'attarder sur les symptômes physiques, on va s'intéresser aussi à ce qui est psychique, social, spirituel. Vous voyez, pour vraiment avoir. Alors, spirituel, il ne faut pas confondre non plus avec le religieux. Spirituel, c'est on pourrait le résumer en disant que c'est le sens qu'une personne accorde à son existence. Vous imaginez bien que d'un point de vue spirituel, en fin de vie, les personnes elles sont quand même assez déstabilisées. Hein. D'accord ? Donc, le, le spirituel, c'est pas que le religieux. Okay ? Le religieux, il peut faire partie du spirituel, okay, mais on ne peut pas réduire le spirituel au religieux. Alors, on peut ne pas avoir de religion, c'est possible. On peut être athée ou ne pas avoir d'avis sur la question. Par contre, on est tous des êtres spirituels. Sans ça, ce serait difficile de vivre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui fait sens à notre existence, en fait. Hein. Donc pour certains, ça va être, je sais pas, ça peut être ben voilà, la famille, pardon, ça peut être le travail, ça peut être certains loisirs. Enfin, il y a quelque chose qui fait vraiment sens, quoi, qui fait qu'on est attaché à cette vie. Et donc, personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Donc là aussi, on est dans un contexte qui est quand même assez spécifique. La maladie, elle doit être grave, évolutive ou terminale. Donc vraiment, on est vraiment tout à la fin de la prise en soin de la personne. Donc, ouais, c'est vrai qu'une maladie chronique comme du diabète, aujourd'hui, c'est une maladie qui est palliative, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas guérir la personne. Maintenant, lorsqu'on parle de soins palliatifs, tel qu'on est en train d'en parler aujourd'hui, on n'inclut pas dedans les personnes atteintes de maladies chroniques. Oui. Celui qui est atteint d'une maladie rhumatismale, là, c'est pareil, c'est du palliatif. Quoi. Il ne pourra pas être guéri. Il pourra s'améliorer peut-être, hein. Il ne pourra pas guérir en tout cas. Bon, là, ce n'est pas le sujet. On est vraiment sur des personnes qui sont atteintes de maladies graves, évolutives ou terminales. Donc, l'objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes. Alors, la priorité, c'est de lutter contre la douleur physique, parce que la douleur physique, elle occulte tout. On a tous fait l'expérience de la douleur physique, une rage de dents, par exemple. Quand vous avez mal, vous ne pensez plus qu'à ça. Et tout le reste ne compte plus. Et donc, la priorité, effectivement, c'est de lutter contre la douleur physique. Et puis après, à partir de là, pouvoir prendre en charge les autres symptômes. Donc, la dimension sociale est importante. On va tenir compte aussi de l'entourage. Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Donc, interdisciplinaire, effectivement, on va retrouver il va y avoir plusieurs intervenants autour de la personne qui vont travailler ensemble, en fait. Hein. Oui, il y aura des médecins, des infirmiers, des psychologues, des assistantes sociales, des bénévoles. Il s'adresse aux malades en tant que personne. Donc, on considère que voilà, ce n'est pas un numéro de chambre, hein, c'est vraiment une personne. On considère sa famille, ses proches, et ça peut être organisé à domicile ou en institution. Alors, effectivement, c'est plus uniquement organisé en institution. Maintenant, il y a beaucoup de soins palliatifs qui se font à domicile.
c'est de plus en plus une réalité, ou même dans des endroits où voilà, on s'y attend un peu le moins. Par exemple, dans une masse. Il peut très bien y avoir du soin palliatif en masse, ce n'est pas incompatible. Les résidents en masse, bah oui, ils vieillissent, ils peuvent avoir des maladies aussi. Et à un moment donné, il peut y avoir une fin de vie qui est accompagnée. Et, et généralement, bon, les soignants préfèrent que les patients, les résidents, restent au sein de la masse, quoi, parce qu'ils ont leurs habitudes, c'est plus facile comme ça. Et donc, les soins palliatifs peuvent très bien s'organiser de cette manière-là. Ce n'est pas spécifiquement réservé à l'hôpital. Alors, il y avait la responsable du service de l'unité où je travaillais. En fait, une fois, elle avait dit, bon, ça avait un petit peu interpellé, elle avait dit, voilà, mon plus grand souhait, moi, mon rêve, ce serait qu'un jour, on ferme les unités de soins palliatifs. Bon, là, les gens étaient un peu surpris, quoi, mais pourquoi fermer les unités de soins palliatifs? En fait, son idée, c'était de se dire, bah voilà, peut-être qu'à un moment donné, on aura réussi à développer, à diffuser cette philosophie palliative un peu partout, que finalement, on pourra prendre en soin les personnes en fin de vie à domicile, dans les masses, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services de médecine, que finalement, bah, ces unités de soins palliatifs, elles n'auraient plus vocation d'être, en fait. Hein. Vous voyez, l'idée des unités de soins palliatifs, c'était surtout aussi de former des personnes pour que les personnes puissent aller après travailler ailleurs et puis diffuser cette culture palliative. Donc à différents niveaux. Hein. Moi, c'est un peu ce que je fais aussi. Là, effectivement, j'ai pas exercé dans un service de médecine ou d'HAD pour apporter cette prise en soins palliative. Par contre, au niveau de la formation, bah, je diffuse aussi cette culture palliative, en fait. Hein. L'idée, c'est un petit peu ça. C'est surtout pas d'avoir finalement des ghettos comme ça qui seraient un petit peu réservés euh, à quelques patients, puis qui seraient complètement coupés du reste du système, en fait. Hein. Non, non, c'est pas ça. Le principe des USP, c'est d'apporter une prise en soin de qualité, mais c'est aussi de permettre à faire connaître, à diffuser cette culture palliative. Mais elle n'est pas facile, monsieur, de diffuser quand même. Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, en gros, les soins palliatifs, ça existe depuis la nuit des temps. Vous voyez. Alors pourquoi je dis ça? Bon, on n'a pas de traces, mais en fait, il y a des preuves de soins qui ont été portés aux plus vulnérables depuis la préhistoire. Ça, on en est certain. L'exemple, c'est des squelettes qui ont été exhumés, qui ont plusieurs milliers d'années. Et en fait, il y avait une particularité, c'est que les archéologues ont découvert sur les squelettes, il y avait des cales osseux. Vous voyez. Et donc, c'est des personnes qui ont eu des traumatismes qui devaient être terribles, des jambes fracturées, des bras fracturés, des mâchoires fracturées. Et donc, on imagine qu'à la préhistoire, l'espérance de vie dans ces conditions elle devait être très très faible. Hein. Et par contre, ils ont eu des cales osseux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une cicatrisation et donc il y a eu un accompagnement. Donc, le soin, il était déjà présent. Vous voyez, en fait, on peut imaginer peut-être qu'à un moment donné, bon, peut-être qu'il y a eu voilà, quelqu'un qui était blessé, gravement blessé à la mâchoire, parce qu'il était parti chasser, puis ça s'est mal passé. Et ben, finalement, il était pas rejeté par la communauté. Peut-être qu'il y en a qui lui mâchaient la nourriture, on peut l'imaginer comme ça, puis qui lui mettaient dans la bouche. Ben, c'est du soin palliatif, en fait. Hein. C'était déjà du soin palliatif dès la préhistoire. Et en fait, c'est important de le savoir, ça, parce que c'est ce qui a fait peut-être la force des groupes humains. Comparé aux autres animaux, nous, peut-être ce qui a fait la différence en termes d'évolution, ce qui fait qu'on est peut-être devenu supérieur aux autres animaux, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette solidarité qu'on avait entre nous. Oui. C'est peut-être ça qui a vraiment fait la force. Et c'est vrai que si on y réfléchit bien, c'est cette solidarité qui permet au groupe de se développer. Concrètement, ouais, si on prend l'exemple de cet homme qui a peut-être eu la mâchoire fracturée en allant chasser, peut-être qu'il s'est dit, ouais, ben, je vais prendre des risques, hein, c'est pas gênant, je vais y aller.
Et puis de toute façon, même s'il m'arrive quelque chose, au pire, vraiment, s'il m'arrive quelque chose de catastrophique, bon, c'est pas très grave, je sais que les autres seraient là, quoi. Ils m'aideraient. Et imaginez si c'est l'inverse. Si vous savez très bien que même si vous prenez des risques, on ne s'occupera pas de vous. Bah, finalement, ça va être du chacun pour soi. Il n'y a aucune société qui peut survivre dans ces conditions-là. Après, ce que je veux dire, monsieur, c'est que les soins palliatifs, c'est un peu une spécialité quand même. Il faut développer certaines compétences quand même pour réussir Ah oui, oui, bien entendu. accompagner correctement. Donc, Ouais, on ne ouais, peut ouais. pas le faire n'importe où. Oui, oui, mais avant d'avoir les compétences, c'est vrai que c'est d'abord une philosophie. Il y a alors, l'histoire qui est assez, qui illustre bien ça, c'est l'histoire de. Alors, je crois que c'est Frolinguin. J'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que c'était passé comme ça. Alors, à Frolinguin, c'est un tout petit village qui est situé dans les Flandres. C'est pas loin de. C'est au-dessus de l'île, en fait, hein, vers l'Homme, Capinghem, vous voyez tout ce secteur-là pour ceux qui connaissent. Et en fait, à Frolinguin, il y avait une unité de soins palliatifs qui existe depuis des dizaines d'années, hein, je crois que ça remonte aux années 50. Et en fait, à la base, c'était une communauté religieuse qui vivait là. Bon, ils s'occupaient en fait, hein, ils priaient, ils cultivaient un jardin. Enfin, voilà ce que font la plupart des religieux et enfin des communautés religieuses de ce type, hein, je veux dire. Et en fait, apparemment, d'après l'histoire, la légende, il y aurait un jour des gens du village qui seraient arrivés avec une dame qui était complètement défigurée au niveau du visage. En fait, elle avait un cancer du visage, et donc elle devait avoir un visage qui devait être épouvantable à regarder. Hein. Et puis, imagine dans les années 50 dans les Flandres, ça devait être terrible en fait. Hein. Et donc, les gens sont arrivés en disant voilà, on ne sait pas quoi faire, quoi. On ne sait plus comment s'en occuper, donc on vient vous voir. Et donc, cette communauté religieuse a dit bah, écoutez, ouais, on va s'en occuper, peut-être que on est là pour ça aussi. Donc, ils ont pris soin de cette dame qui est décédée, et puis ils se sont dit bah, peut-être que notre rôle, c'est ça, quoi, finalement, c'est d'accompagner des personnes qu'on ne peut pas guérir, ça c'est une chose, et puis des personnes dont plus personne ne veut. Vous voyez. Et donc, bon, il y a eu cette dame dans les années 50. Dans les années 80, c'était les personnes atteintes du sida. Les gens qui étaient malades du sida, dans les années 80, ils étaient considérés comme des pestiférés. Et là aussi, il y avait des prises en soins qui étaient spécifiques. Et à Frolinguin, ces personnes ont été accueillies. Vous voyez. Donc, les compétences, effectivement, elles sont à développer, mais ça va se développer par la pratique et puis par l'apprentissage théorique. Par contre, il y a cette philosophie qui est d'abord à comprendre, quoi. Vous voyez. C'est surtout avant tout une philosophie de soins qui est intégrée. Comprendre qu'effectivement, soigner, c'est pas uniquement guérir. Soigner, ça peut être aussi dans certaines circonstances essayer d'améliorer le confort, la qualité de vie de la personne. Et lorsque déjà on accepte ça, bah, après on peut développer peut-être les compétences et puis les connaissances nécessaires. Et bon, Aurore, je rejoins en fait hein, dans ce que vous expliquez. Effectivement, bah oui, ces compétences, ces connaissances, elles se développent aussi progressivement en fait. Hein. Moi, je les ai développées grâce à la pratique en soins palliatifs. Et puis, bon, grâce à des formations que j'ai suivies, notamment le DU de soins palliatifs, hein, qui m'a apporté beaucoup. Alors, ce qui est important de préciser aussi, c'est que dans les soins palliatifs, on considère le malade comme un être vivant jusqu'au bout. Ça, c'est important, parce qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une mort sociale qui précède la mort physique. Ça peut être dramatique. Je vais vous donner un exemple. Nous, des fois, nous poser la question des familles qui nous disaient voilà, il va pas bien, est-ce que c'est son anniversaire de dimanche, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même qu'on lui souhaite ou qu'on lui fête, quoi. Oui, en fait, oui. Alors, on va pas le fêter comme on le fêterait quand on a 20 ans, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Mais peut-être que symboliquement, il y a peut-être quelque chose qui a marqué, quoi. Moi, j'ai souvenir aussi de réveillons dans l'unité de soins palliatifs où les bénévoles venaient le soir et puis on passait dans les chambres en proposant une coupe de champagne aux personnes. Vous voyez. Bon, c'était pas grand-chose. Hein, il y en a qui ne pouvaient même plus boire, quoi, mais euh, rien que le fait de prendre le verre à la main, de tremper ses lèvres dedans, enfin voilà, et puis la symbolique, vous voyez, c'était le réveillon, quoi. Vous voyez, c'est quand même important. Et donc, ça montrait que la personne
voilà, vous êtes vivant, quoi. Vous êtes avec nous, vous faites encore partie de la communauté des vivants. Alors, on sait très bien qu'on se rapprochait de la mort, hein, ça c'est clair. Mais voilà, pour l'instant, vous êtes avec nous, puis on va faire en sorte que cette fin de vie, elle se déroule le mieux possible. Même si des fois, ce n'était pas évident, hein, ça vous imaginez. Et ce qui est important, c'est qu'on considère que la mort est un processus naturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas précipiter la mort, quoi, en fait. Hein. On ne va pas faire en sorte que la fin de vie soit plus rapide. C'est-à-dire que concrètement, en soins palliatifs, alors on est contre l'euthanasie, ça c'est une chose. Et l'autre raison, là je peux vous dire par pratique, c'est qu'à partir du moment où vous avez apporté des soins de qualité à la personne, c'est-à-dire qu'on a lutté contre la douleur, qu'elle se sent bien niveau confort, qu'elle se sent rassurée au niveau des proches, il n'y a quasiment pas de demande d'euthanasie. Très sincèrement, il n'y en a quasiment pas. En 5 ans, ouais, j'ai peut-être entendu des demandes. Et bon, après, est-ce que c'était vraiment des demandes? Des fois, c'était la famille qui nous disait ah, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose ou autre? Et bon, enfin, une fois que la famille voyait que la personne était bien, la demande disparaissait. Peut-être des patients, il y a peut-être eu une ou deux demandes, mais lorsqu'on creusait un petit peu, on s'apercevait que derrière cette demande d'euthanasie, il y avait une autre demande que la personne n'osait des fois pas exprimer, quoi, qui lui semblait impossible à exprimer et qui faisait qu'elle en souffrait en fait. Hein. Et donc, dans cette souffrance, bah oui, l'autre alternative, c'était que d'en finir au plus vite en fait. Hein. Et je vous assure qu'en prenant soin de creuser un petit peu ce qui se passe au niveau de la situation, bah, on se rendait compte que ouais, cette demande n'était pas forcément fondée. Quoi. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu prudent avec toutes ces réflexions autour de l'euthanasie en disant oui, mais l'euthanasie, c'est aussi l'expression de la volonté de la personne, de l'autonomie. Moi, je suis entièrement d'accord dans le sens où il faut préserver l'autonomie des personnes et la dignité. Maintenant, si je prends une décision parce que voilà, c'est peut-être l'alternative la moins mauvaise par rapport à autre chose, mais ce n'est pas vraiment ce que je souhaiterais, j'agis pas pleinement en toute autonomie, quoi, en fait. Hein. Vous voyez donc, la question de l'euthanasie, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, ça c'est certain. Et alors, il y a une association qui s'appelle l'ADMD, qui elle défend, Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui elle est pour l'euthanasie. Mais en fait, nous, on est d'accord sur un point avec cette association, c'est qu'il faut préserver la dignité de la personne. Vous voyez. Eux, ils sont pour l'euthanasie parce qu'ils considèrent que c'est un moyen de préserver la dignité. Bah, nous, on est pour les soins palliatifs parce qu'on considère que les soins palliatifs, c'est un moyen aussi de préserver la dignité de la personne. Alors, ceux qui dispensent les soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Alors, déraisonnables, c'est-à-dire qui sortent qui sortent de la raison, quoi. Traitements déraisonnables, c'est des traitements qui vont prolonger inutilement la vie, qui vont faire souffrir, des examens qui n'ont pas lieu d'être, qui peuvent être douloureux. Enfin, dans l'unité où je travaillais, par exemple, nous, on ne prenait pas les tensions le matin. Quoi. Enfin, ça n'avait pas forcément de sens. On se doutait bien que les tensions n'allaient pas être très élevées. Puis après, bon, qu'est-ce qu'on fait des chiffres? Qu'est-ce qu'on fait des données, quoi. Vous voyez, à un moment donné, il faut se dire, on est là pourquoi? Donc, on refuse de provoquer intentionnellement la mort. On s'efforce de préserver une meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès. Et on propose un soutien aux proches en deuil. Ça, c'est important. C'est-à-dire que l'accompagnement ne se termine pas au décès. Même après le décès, il y a tout un accompagnement qui est à proposer à la famille. Et c'est justement après le décès qu'il faut être très très prudent parce que là, ça va vraiment conditionner clairement le travail de deuil qui se met en place. Quoi. Donc c'était assez bien pensé hein, dans l'organisation. Par exemple, quand il y avait un décès dans l'unité, ce qu'on faisait assez rapidement, si la famille était présente, on leur demandait de sortir quelques instants de la chambre et on retirait tout ce qui était médical, vous voyez, de la chambre, perf, SAP, tous ces trucs-là, pour vraiment voilà, donner notre ambiance à la chambre. Quoi. C'est-à-dire, bah oui,
Alors, on ne faisait pas forcément de toilette mortuaire. Par contre, on remplaçait le drap si c'est nécessaire, si c'était taché. On fermait les yeux de la personne. On l'installait bien correctement dans son lit, en évitant de faire des impairs. Vous voyez, si c'est par exemple une personne qui est athée ou si c'est un musulman, il ne faut pas lui croiser les mains, quoi, hein, ça c'est clair, quoi. Vous voyez, donc on était très, très prudent sur tous ces aspects, notamment par rapport au rite. On faisait attention par exemple à la lumière, faire attention que la lumière soit bien tamisée. Et après, on était très prudent aussi par rapport aux détails. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'une une famille venait pour récupérer des affaires, on ne donne pas les affaires dans un sac poubelle, quoi. Alors, soit c'est un sac de papier craft, ça ne coûte pas très cher. Des fois, c'est une grande enveloppe, hein, aussi, parce que c'est un portefeuille. Voilà. Ou alors, vraiment prendre un sac de supermarché, quoi, vous voyez, mais enfin, en tout cas, pas un sac poubelle. Les petits détails, par exemple, la famille qui revenait aussi dans la chambre une fois que le corps avait été descendu pour récupérer les affaires, par exemple, pensez à mettre un drap sur le lit. Parce que là, enfin, vous rentrez dans une chambre, il y a un patient qui était pris en charge dans cette chambre, puis vous rentrez, il y a un matelas comme ça qui est, voilà, vous imaginez le matelas, quoi, qui est à nu, quoi, en fait, comme ça. Bon, voilà, ça peut être choquant, ça peut faire mal, quoi. Donc, ne serait-ce déjà que mettre un drap, c'est déjà pas mal, quoi. Oui. Alors, nous, on allait même un petit peu plus loin. En fait, dans les services, il y a toujours un bouquet de fleurs quelque part ou autre. Euh, Couper une petite fleur, la déposer sur le lit. Ça fait une différence qui est fondamentale, c'est incroyable, en fait. Donc, les familles, quand elles rentraient, vous voyez, elles avaient cette image-là d'un lit qui n'était pas un lit vide. Il y avait ce drap qui était posé, et puis cette petite fleur par-dessus, voilà, qui rappelait, voilà, qu'il y avait quelqu'un il y a encore quelques heures là, puis qu'on ne l'a pas oublié, quoi, en fait. On n'est pas dans le soleil vert, hein. Je ne sais pas si. Enfin, c'est un film de science-fiction où peut-être que certains le connaissent. En fait, dans ce film-là, la Terre, elle est devenue inhabitable. Enfin, elle est habitable, mais très difficilement. L'univers est surchauffé par le réchauffement climatique. La population est très nombreuse. Et en fait, bon, dans ce film de science-fiction, ce qui est encouragé, c'est d'euthanasier les personnes ça c'est ce qui est découvert à la fin, euh, pour en retirer de la matière organique, en fait. Hein. En fait, on va les transformer en petites pastilles qu'on va leur distribuer après aux survivants, quoi, pour leur permettre de vivre dans cette terre où il n'y a plus de. En termes d'agriculture ou autre, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et donc, bon, voilà, les corps, en fait, ils ne sont pas du tout respectés, quoi. Vous imaginez bien dans ce film de science-fiction. Là, bon, c'est pas mal, ça fait quand même pas mal réfléchir, hein, sur l'euthanasie ou autre. Euh, Là, ouais, les soins palliatifs, c'est pas soleil vert, quoi. Une fois que la personne est décédée, euh, voilà, le corps il est pris en charge par des spécialistes, hein, des pompes funèbres. Mais nous aussi, on a quand même encore un rôle à jouer dans le service. Alors, au niveau de l'environnement, mais surtout des proches, en fait. Et monsieur, Ouais. une personne en soins palliatifs, elle reste en moyenne combien de temps à peu près? Bah, ça dépend des unités. Ça dépend des unités. Généralement, les personnes elles restent peu de temps, hein. Mais en fait, il y a un élément qui accentue un petit peu ça, c'est la T2A. Donc la T2A, vous connaissez, hein, vous en avez entendu parler. La T2A, c'est le mode de tarification de financement des hôpitaux. Et en fait, les soins palliatifs n'échappent pas à cette tarification. Et donc, en fait, un patient qui reste trop longtemps, euh, bon, je vais m'excuser du terme, hein, mais il ne serait pas rentable, en fait, hein, pour l'hôpital, quoi. Vous voyez, donc, et puis le principe des soins palliatifs, c'est plutôt d'accueillir des personnes qui ont vraiment besoin d'une aide importante pour lutter contre tous ces symptômes d'inconfort. Donc, généralement, ils sont vraiment en toute fin de vie. Euh, En moyenne, là où je travaillais, la durée moyenne de séjour, elle était d'une dizaine de jours, quoi, en gros. En moyenne, hein.
Donc, ça veut dire qu'il y avait des personnes qui restaient un petit peu plus longtemps. Il y en a qui décédaient très rapidement, hein, en quelques heures, malheureusement. Donc là, on pouvait se poser la question de se dire, mais est-ce que c'était bien de l'hospitaliser, quoi, parce que peut-être voilà, il a souffert sur un trajet en ambulance ou autre, finalement, qui n'était pas utile. Hein. Des fois, on a des personnes qui décèdent sur des brancards, quoi. C'est déjà arrivé. Hein. On arrive dans le service, malheureusement, la personne décédée, enfin, c'est épouvantable parce qu'on était dans la chambre, on avait à peine le temps d'installer dans le lit, elle était déjà décédée sur le brancard. Donc là, ça veut dire que le service l'a envoyé vraiment une personne qui était vraiment très très mal. Bon, d'un point de vue éthique, ça c'est déjà discutable. Puis on peut se dire, mais voilà, on n'a rien apporté. Et puis pour la famille, c'est terrible. Enfin, vous imaginez après, bon, la famille qui arrive, on dit, ben non, enfin, il est décédé. Bon, c'est un drame, ouais. C'est complètement dramatique. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, c'est un devoir professionnel. Ça, j'ai rajouté. Le PowerPoint, je vous le laisse. Hein, il va être sur Dokeos. En tant qu'infirmier, ça, c'est le code de déontologie. Hein. Donc, je rappelle, R4311 quelque chose, tout ça, c'est les actes professionnels. Quand on est dans le 4312 quelque chose, on est dans les règles professionnelles, la déontologie, déontos, les devoirs. Les infirmiers, quels que soient les infirmiers, hein, doivent assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Donc là, il faut déjà savoir ce qu'est la dignité. On en reparlera un petit peu après. Il a notamment le devoir d'aider le patient dont l'état le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. C'est-à-dire, voilà, si les soins palliatifs sont nécessaires, vous devez mettre en œuvre aussi tout ce qui est possible pour que les soins palliatifs puissent se mettre en place. Alors, que ce soit organiser les soins palliatifs à domicile ou même au sein d'un hôpital, on verra les modalités des soins palliatifs, finalement, elles sont transposables un peu partout. Il s'efforce également, dans les circonstances mentionnées aux alinéas précédents, d'accompagner l'entourage du patient. Vous voyez, on trouve un petit peu des éléments de l'ASFAP, hein, finalement, dans ce texte qui concerne tous les infirmiers. L'infirmier doit sauvegarder la dignité de la personne soignée et de son entourage. L'infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort. Vous voyez, on retrouve encore des éléments. Là, c'est très clair. D'un point de vue déontologique, l'euthanasie n'est pas entendable. C'est l'article R4312-21. Voilà. Alors, devoir prendre soin de quelqu'un, ça, c'est une chose. Par contre, on sait que ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je vais vous dire, bah oui, mais vous devez prendre soin de cette personne que ça suffira, en fait. Hein. Il y a tout un triptyque, hein, savoir, pouvoir, vouloir, et on va se situer, vous voyez, dans toute cette dimension, en fait. Hein. Donc, le schéma, il est assez simple. Hein. Des fois, on sait faire, on a les compétences, on a été formé pour, on veut faire, mais on ne peut pas. Vous voyez, on ne peut pas parce que on n'a pas les moyens de faire, parce que voilà, c'est pas forcément dans l'esprit du service où vous êtes. Là, on se situe où c'est marqué manque de moyens. Vous voyez, donc ça peut pas marcher. Des fois, on sait faire, on peut faire, on sait faire, on peut faire, mais on veut pas le faire. Là, il y a un manque de motivation. Alors pourquoi? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a un manque de motivation. Là, ça ne marchera pas non plus. Il faut vouloir le faire, quoi. Et des fois, on peut le faire, on veut le faire, mais on ne sait pas comment faire. Vous voyez, parce qu'on n'a pas. On rejoint la question de tout à l'heure, hein, d'Aurore, je crois. Là, effectivement, si on ne sait pas faire, là, c'est un manque de connaissances et de compétences. Et là, ça ne peut pas marcher non plus. Vous voyez, donc on a un devoir à prendre soin des personnes en fin de vie. Maintenant, effectivement, il faut savoir, vouloir et pouvoir le faire. Alors, des petites définitions pour définir un petit peu ce qu'est le prendre soin. Marie-Françoise Collière, hein, c'est une définition qui est assez connue, qui s'appelle le promouvoir la vie. Alors, à chaque fois, je vous mets les références. Hein, vous les retrouverez aussi à la fin du document. Donc, c'est la page 11 de son livre. En fait, elle parle de création. Vous voyez, qui va de l'enfantement à la mort. Enfin, je trouve ça vraiment très beau. Quoi, alors, c'est très beau à condition aussi que la vie ne soit pas complètement médicalisée. Hein. C'est surtout ça le risque. Hein.
c'est un petit peu aussi des critiques qu'on peut faire aux soins palliatifs, c'est que ça a été médicalisé, quoi, que ce soit quand même voilà, prise en charge médicalement, quoi, finalement, alors que l'accompagnement pourrait s'envisager peut-être différemment, comme on a beaucoup médicalisé la naissance, quoi, finalement. En tout cas, bah, voilà, Marie-Françoise Collière, elle parle de création. J'aime bien ce mot création. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du domaine artistique, en fait. Hein. Donc, dans cette présence et la vie, le mot vie, il revient beaucoup dans la définition. Hein. Une vie qui lutte, une vie qui s'estompe, une vie qui ressurgit. Bah, oui, des fois, ça va un petit peu mieux. Puis après, une vie qui va sombrer. Mais en tout cas, c'est la vie qui est présente. Hein. C'est pas la mort, elle n'est pas. Voilà. Dans les soins palliatifs, on considère que la mort va arriver, qu'on n'est pas dans le déni ou quoi que ce soit. Maintenant, on accompagne les personnes au bout de leur vie. Ça, c'est une belle définition aussi. Un art, on retrouve, vous voyez, le domaine de la création, le domaine de l'art, un art entre savoir-faire et manière de vivre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu l'idée de tout à l'heure. Bah oui, il y a des savoir-faire, des compétences, des connaissances, mais c'est aussi une manière de vivre, c'est-à-dire il y a une philosophie de soins palliatifs à intégrer. Et là, après, c'est une définition de Georges Canguilhem, hein, qui était médecin et philosophe, qui disait ça au sujet de la médecine. C'est un art au carrefour de plusieurs sciences. Les soins palliatifs, c'est ça aussi. Hein. En fait, on va se retrouver à un carrefour dans les soins palliatifs où on va mobiliser peut-être, en faire appel à différentes disciplines pour permettre vraiment un accompagnement optimal de la personne. Hein. Alors, pourquoi j'insiste sur le mot art ? Parce qu'en fait, bon, c'est un débat hein, qu'on a actuellement. On parle beaucoup des sciences infirmières. Et donc, on pourrait se dire, voilà, est-ce que la pratique infirmière est scientifique ? Oui, elle est scientifique en partie. Les soins infirmiers ne sont pas exclusivement scientifiques. On n'est pas exclusivement scientifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des scientifiques. Scientifiques, c'est-à-dire que voilà, par une méthode d'observation et d'analyse, on pourra vous porter des preuves et des explications à des phénomènes pour accroître notre niveau de connaissance. Ça, c'est vrai, ça se fait, mais on n'est pas que scientifique. Il y a des choses qui ne relèvent pas de la science, en fait. Vous voyez, dans l'accompagnement, dans la manière de... l'exemple que je donnais tout à l'heure de la petite fleur qui est posée comme ça sur le lit, bah, c'est pas scientifique. Vous voyez. Après, peut-être un scientifique qui pourrait se dire, bah, tiens, ça pourrait être intéressant de faire une étude entre les familles qui ont eu la petite fleur, celles qui ne l'ont pas eu, pour voir s'il y a une différence après dans le travail de deuil ou autre. Ouais, bon, pourquoi pas, après on pourrait l'interpréter de cette manière-là. Mais en tout cas, quand l'infirmier qui met la petite fleur comme ça sur le lit à ce moment-là, il n'est pas du tout dans une démarche scientifique à ce moment-là. Et il y a quelque chose qui est de l'art, dans le sens où finalement, le prendre soin, il faudra le réinventer à chaque instant. Quoi. Alors, pour chaque personne, ça va être différent, et ça va être différent à chaque instant. Parce que être en fin de vie, c'est être aussi parfois souvent troublé, parfois même tourmenté, être indécis, être ambivalent. Des fois, des personnes qui vont vouloir faire leur toilette, après 10 minutes après, elles ne voudront plus. Voilà. Enfin, ça fait partie un petit peu de la vie, ça aussi. Et on peut comprendre qu'en fin de vie, tout est un peu aussi chamboulé, en fait. Hein. Alors, ça, c'est notre définition sur le soin. Une pratique tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses souffrances vitales, et cela par égard pour cet être même. Alors, c'est le mot par égard qui est intéressant. C'est quoi agir par égard ? Les égards, c'est des marques de considération, d'estime qu'on va témoigner à quelqu'un. Enfin, je trouve que la définition est très belle pour le mot par égard, vous voyez, le fait de porter une considération de l'estime à l'autre. Donc, on peut se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que le soin est possible ? Est-ce que j'agis par sympathie, par compassion, par amour ?
Alors, compassion, attention aux mots. Hein. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Quoi. Ça veut dire, dans ce que je ressens, jusqu'où je vais. Quoi. Est-ce que je souffre comme le patient ou ses proches souffrent ou alors, est-ce que j'agis par respect la réponse qu'on peut apporter à ça, oui, c'est qu'on peut soigner par amour. Ça, c'est possible. On peut soigner parce qu'on aime les gens. Vous voyez on peut soigner parce qu'on aime le métier. Ça peut marcher. Par contre, alors ça, c'est les philosophes de l'Antiquité grecque qui nous disent ça. Dans l'Antiquité grecque, il y avait différents mots pour désigner le mot amour. Il y avait par exemple l'amour, la philia, c'est l'amour amitié. L'éros, c'est une forme d'amour, mais c'est l'amour désir. Donc, éros, ça donnait érotique, par exemple. Et puis après, tout en haut de cette échelle, quoi, finalement, il y aurait l'agapé. L'agapé, c'est une forme d'amour altruiste. C'est l'amour qu'on va retrouver dans les religions, quoi, en fait. Hein. C'est l'amour universel, c'est l'amour pour tous. Alors, chez les Grecs, l'amour pour tous, ça n'existait pas. Hein. Il y avait des gens qui étaient exclus de la société. C'était qui? C'était les esclaves. On ne considérait pas que c'était des êtres humains, en fait. Hein. Les esclaves entre eux s'appelaient tassomata. Vous voyez, somata, ça veut dire, on les appelait les corps, en fait, hein, les esclaves. On dit que c'était des corps, tout simplement. Et puis après, les barbares. Les barbares, c'est qui? Les barbares, c'est celui qui est étranger, celui que je ne comprends pas. Et donc, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui me sont étrangères. Et ça, il faut l'accepter aussi. Alors, quand je dis étrangère, ce n'est pas une personne qui vient d'un autre continent, qui a une autre couleur de peau ou autre. Celui qui va m'être étranger, c'est celui avec lequel je vais vraiment rencontrer un fossé en termes de valeur. Vous voyez, ça va être un étranger. Ça va être un barbare. Par exemple, un criminel qui a commis des crimes abjects et qui se retrouve en soins palliatifs, je ne peux pas le soigner par amour. Vous voyez, en termes de valeur, là, pour le coup, c'est une forme de barbarie. Ce qu'il a fait, je ne peux pas le soigner. Pour autant, il mérite quand même d'être soigné, parce que c'est un être humain. Donc, en fait, je peux le soigner si je ne le soigne pas par amour, parce que je ne peux pas soigner tout le monde par amour, je peux soigner par respect. Par respect, ça marche. Par contre, soigner par respect, c'est assez limite aussi, parce que en respectant les personnes, je les mets à distance. Vous savez, il y a cette expression je vous tiens en respect, vous voyez, je vous tiens comme ça à distance avec un revolver. Avec le respect, on met une distance, vous voyez. Et donc, cette distance, des fois, elle est tellement importante qu'elle ne permet pas une prise en soin de qualité. Alors, cette le respect, ça fait référence à un philosophe qui s'appelait Kant, philosophe des Lumières, qui disait oui, le respect, c'est le seul sentiment qui est acceptable parce que le respect ne vient pas du cœur. Vous voyez, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais on peut le respecter. Là, il y a des gens que j'aime pas, mais je les respecte. Vous, c'est pareil. Hein. Je suppose qu'il y a des gens que vous n'aimez pas. Par contre, vous les respectez. Peut-être que vous ne les aimez pas la personne, mais ça ne vous empêche pas de dire bonjour le matin et d'être poli. Vous voyez. Alors, peut-être que, qu'est-ce qui fait qu'on peut soigner ça va être à la fois le cœur et la raison. C'est-à-dire, ce sentiment, puis cette obligation morale que j'ai à soigner l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sollicitude. Et la sollicitude, ça exprime à la fois l'inquiétude, le souci, et c'est aussi un mouvement qui va me porter, qui va me pousser vers autrui, vous voyez, qui va être peut-être à l'origine du soin. Alors, la sollicitude, c'est un sentiment. La mise en action de ce sentiment, ça va être ce qu'on appelle le care. Le care, donc, des fois, on dit, oui, c'est facile. Care, c'est soigner. Cure, c'est guérir. On fait l'opposition entre les deux. C'est pas si simple que ça, on va le voir juste après. La sollicitude, c'est le sentiment, et on va vraiment l'exprimer au travers du care. Et le care, il est difficile à décrire parce que c'est un terme qui est anglo-saxon et on n'a pas d'équivalence en fait en français pour le traduire. Vous voyez, quand un anglais vous dit take care, c'est aussi, ça peut être prends soin de toi, mais ça peut être aussi allez, fais attention, allez, sois prudent. Et on n'arrive pas à trouver les mots précisément pour le traduire. Par contre, on connaît l'inverse.
L'inverse, c'est négliger, ne pas créer de lien avec la personne. Et la particularité du care, c'est qu'il est quasiment invisible. Il ne se voit pas. En fait, il se remarque lorsqu'il n'est pas là. C'est comme le ménage, c'est pareil. C'est-à-dire le ménage, on ne le voit pas. On le voit seulement quand il n'est pas fait. Vous voyez, le care, c'est la même chose. Peut-être que cette petite fleur là qui est posée sur le lit, lorsqu'on va rentrer dans la chambre, on va peut-être pas y porter d'attention, quoi. Par contre, si elle n'est pas là, s'il n'y a que le matelas comme ça, ouais, ça va me choquer en fait. Ça peut choquer. Oui. Un patient, vous avez fait sa toilette dans les règles de l'art, par contre, il n'est pas coiffé. Il y a un truc qui manque, vous voyez, c'est quasiment invisible en fait, hein, mais une fois que s'il est coiffé, je rentre dans la chambre, tout va bien se passer, je n'ai rien remarqué. Par contre, s'il n'est pas coiffé, il manque quand même quelque chose, quoi. Vous voyez, et dans les soins palliatifs, on va être dans ce travail d'être un petit peu dans ce qui est invisible. C'est en ça que c'est un petit peu compliqué avec ce que je vous expliquais avec la T2A, où on a des systèmes où on essaye de rationaliser, de quantifier ou autre. Il y a des choses comme ça dans le soin qu'on ne pourra jamais quantifier, qu'on ne pourra jamais mesurer en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est peut-être pas uniquement scientifique. Et puis il y a des choses qu'on n'explique pas aussi, hein. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a eu des situations où il y avait des personnes qui veillaient des proches. Des fois, c'était l'époux, l'épouse qui était là pendant quasiment 3 jours et 3 nuits. Elle s'absente 5 minutes, et le patient décède à ce moment-là. Vous voyez, à l'inverse, moi j'ai des souvenirs de personnes qui étaient très très mal, avec une respiration qui était, on avait l'impression que ça tenait à un fil, et on avait l'impression qu'elles attendaient quelque chose et qu'elles attendaient une visite. Et après cette visite en question, la personne décédait. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer encore aujourd'hui, et tant mieux, quoi. Il y a des choses, on ne sait pas ce qui se passe après la vie, hein, donc il y en a qui disent qu'il n'y a rien, et d'autres qui disent ouais, non, il y a une autre vie après qui est mieux. Bon, enfin, on ne sait pas, quoi. On le saura un jour, bon, le plus tard possible. En tout cas, là, on ne sait pas. Et ça, finalement, il faut l'accepter aussi. Vous voyez qu'il y a une part de choses qu'on ne maîtrise pas dans la pratique. Alors voilà, un mythe qui n'est pas très connu, c'est le mythe de Cura. Alors, Cura, c'est un mythe qui est latin, c'est romain en fait, hein. Donc en fait, Cura traversait un fleuve, elle vit de la boue, elle ramassait cette boue, puis en fait, elle demandait à Jupiter d'insuffler le souffle en fait, hein, pour donner vie. Et quand Cura voulut donner son nom à la créature, Jupiter n'était pas d'accord parce qu'il disait non, moi je lui ai donné la vie, c'est moi qui ai insufflé la vie à cette créature, c'est mon nom qui doit être donné. Donc ils étaient en train de se chamailler, puis en fait il y en a un troisième qui s'est mêlé de tout ça, c'est la Terre qui est arrivée et qui a dit non, mais moi je suis pas d'accord, en fait cette créature on l'a faite à partir de ma matière, on a pris de la terre argileuse, s'il y a un nom à lui donner, il faut lui donner mon nom. Et donc il y en a un qui a réglé tout ça en fait, hein, c'est Saturne. Alors Saturne c'est le dieu du temps en fait, hein, chez les Romains. Et Saturne il a réglé le problème. Il a dit écoutez, Jupiter, toi tu as donné l'esprit, au moment de la mort tu recevras l'esprit. Toi la Terre tu as donné le corps, et ben à la mort tu recevras le corps il retournera à la Terre. Et ben toi Cura, puisque toi tu as été la première à donner la forme à cet être, et ben tant qu'il vivra, c'est toi qui vas t'en occuper. Et bon, pour son nom, voilà, ça c'est pour le savoir, on va l'appeler Homo. Homo, ça veut dire homme en fait, hein, puisqu'en fait c'est de l'humus, hein, de la terre qu'il a été extrait. Donc voilà, en fait c'est Cura qui va s'en occuper. Donc Cura, on dit ouais, to cure c'est curatif comparé à care, c'est pas si évident que ça, quoi, parce qu'on voit que Cura finalement, ce qu'elle fait c'est du care. Cura, elle a donné son nom adjectif curatif. Mais dans le mythe, elle fait aussi référence à ce que les anglo-saxons appellent le care. Et donc, cure et care sont pas opposés, mais sont étroitement liés. Il faut arrêter de dire, voilà, d'un côté, il y a le cure, c'est guérir, de l'autre côté, il y a le care, c'est soigner. Il y a des médecins généralistes, par exemple, qui sont dans le cure, qui font que ça de leur journée, qui traitent de la bobologie ou autre, mais qui sont aussi dans le care en même temps, vous voyez, qui sont à l'écoute, qui font attention à des petites choses.
il y a des médecins en réanimation qui sont aussi avec leurs appareils, leurs technologies ou autres, qui eux aussi peuvent être dans le care par des marques d'attention portées à la personne. Donc, cure et care ne sont pas opposés, bien au contraire. Des petites choses qui témoignent aussi d'une grande attention. C'est les détails. Il faut faire attention lorsqu'on travaille peut-être en soins palliatifs, faire attention à ces petits détails qui vont faire la différence. Et des actes qui sont communs, la toilette, l'aide au repas, ça va prendre tout de suite une autre saveur en fait. Regardez par exemple, nous les repas, on recevait comme ça les éléments de la cuisine dans des barquettes et en fait on préparait nous-mêmes les assiettes. Vous voyez, parce qu'on disait si on chauffait après au micro-ondes, on faisait comme on pouvait. Mais déjà, s'il y avait une assiette qui était bien présentée, c'est quoi une assiette bien présentée? C'est déjà pas en mettre trop, quoi. Vous voyez, ça, c'est déjà important. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas faim, ça sert strictement à rien de faire une assiette qui est débordante. Vous voyez, il n'a pas faim, il n'a pas faim. Par contre, faites une toute petite assiette. Même s'il a besoin de se resservir, on le resservira après, c'est pas très grave. Mais une toute petite assiette, ça vous met plus en appétit qu'une grosse assiette qui va le dégoûter tout de suite, en fait. Et il y a un soin de bouche qui est fondamental, qui est fondamental en soins palliatifs. Enfin, les soins de bouche représentent quelque chose de fondamental. Alors, ça peut être un détail, le soin de bouche, mais c'est un détail qui a toute son importance. Parce que grâce au soin de bouche, le patient, vous pouvez lui permettre de se sentir bien, de se sentir rafraîchi, de se sentir digne. Ça, c'est important aussi. Vous pouvez lui permettre de manger, parce que des fois, la bouche est tellement mal qu'il n'arrive même pas à manger, de communiquer, de parler, d'embrasser. Voilà, tout ce qu'on fait qui nous rattache à la vie, quoi, finalement. Les soins de bouche, c'est très, très facile à faire, en fait. Alors, si c'est médicamenteux, oui, il faut une prescription. Si c'est avec des antifongiques, là, on est dans le 4311-7, c'est une prescription médicale. Par contre, s'il n'y a pas de prescription, c'est du rôle propre. 4311-5. Et donc, moi, j'ai des souvenirs en service de médecine, en faisant un remplacement, un patient qui était en fin de vie. Oui, je faisais des soins de bouche avec ce que j'avais à ma disposition. J'avais quasiment rien, quoi. Donc, c'était vraiment dramatique. C'était de l'eau du robinet, puis un abaisse-langue et une compresse. Ouais, c'est pas un bâtonnet avec du Coca-Cola ou du jus d'ananas. Oui, c'était dramatique. Il y avait quasiment rien. Mais c'était mieux que rien. Des fois, même si c'est pas grand-chose, c'est mieux que rien. Et ça a son importance, quoi. Et vous voyez, et même avec ce petit bâtonnet comme ça, et cette compresse, j'étais quand même dans cette philosophie des soins palliatifs. Après, des fois, si on arrive à avoir une bouteille de coca, c'est très bien, quoi. Avec du coca, ça fait quasiment des miracles. Ça rafraîchit, c'est un effet décapant, ça va retirer tout ce qui est croûte. Ça marche très, très bien, quoi. Donc, voilà, ça, on peut le faire très facilement avec finalement peu de moyens. Et l'idée, elle est là. C'est l'histoire de la petite fille qui ramasse les étoiles de mer sur la plage. Je vais peut-être raconter, non, déjà? Ça vous dit quelque chose, non? Non, je ne crois pas, non. Non? D'accord. Alors, je vais vous la raconter. Alors effectivement, je vois qu'il y a certaines personnes qui me disent qu'il y a des soignants, des fois, ils ramènent des choses directement depuis leur domicile. C'est vrai que c'est une réalité. Des fois, ramener une petite bouteille de coca, si on en a, pourquoi pas. C'est vrai que c'est dommage que ce soit le soignant qui doive fournir. Mais c'est vrai que honnêtement, ça apporte tellement un confort qui est phénoménal à condition que ce soit fait régulièrement. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas le faire une fois, il faut le faire au moins 4-5 fois par jour. Il faut essayer, faut voir l'adhésion de la personne, quoi. Si la personne est contre, ça ne sert à rien. Alors, l'histoire de la petite fille, c'était quoi?
c'est une petite fille qui ramasse des étoiles de mer sur une plage. Alors en fait, il vient d'avoir une tempête, et donc cette plage, elle est recouverte d'étoiles de mer, qui a vraiment charrié voilà, toutes ces étoiles de mer qui sont en train de sécher au soleil. Donc il y a cette petite fille qui est en train de s'agiter dans tous les sens, comme ça, pour ramasser les étoiles de mer, et elle les met dans un petit seau, puis elle les rejette à la mer, quoi. Et puis il y a son père qui est là, et puis qui assiste un petit peu à la scène. Et puis il voit cette plage immense avec la petite fille qui court un petit peu partout, et puis il lui dit, tu sais, mais ce que tu fais, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Tu ne pourras pas toutes les sauver, c'est pas possible, quoi. Donc la petite fille, elle dit non, non, je ne pourrais pas toutes les sauver, ça c'est vrai. Puis elle montre à son père son seau, puis elle lui dit regarde, mais pour celles qui sont dedans, là ça change tout. Et puis elle leur remet ses étoiles de mer comme ça à la mer, quoi. Vous voyez, bah, c'est ça, effectivement. Vous n'allez pas faire de miracle, hein, ça c'est clair, hein, dans une unité de soins palliatifs, dans les services de médecine. Par contre, bah, essayez de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez à votre disposition, vous voyez. Même si c'est même si c'est un petit peu dérisoire, bah, c'est quand même déjà ça, quoi. Et puis vous êtes dans cette philosophie palliative. Dans la prise en soins palliative, il faut faire attention à considérer qu'il y a quand même deux grands experts, hein. Alors, experts au sens large, hein. Il y a le soignant qui a ses connaissances, ses compétences, l'équipe soignante, mais il y a aussi les experts de la maladie, hein. Il y a un niveau d'expertise qui est aussi fort, peut-être même supérieur, peut-être oser le dire, à l'expertise des soignants. Parce que le patient, lui, sait très bien ce qu'il a vécu, hein. Il sait ce qu'il a perdu, il sait ce qu'il ressent, il sait ce qu'il ne pourra plus vivre. Et donc, il faut avoir beaucoup d'humilité en soins palliatifs parce que bon, je vais prendre en soin ce patient pendant quelques jours, peut-être même quelques heures. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout un parcours de vie puis de maladie qui a quand même été assez terrible, que la famille a dû supporter aussi. Donc, il faut aussi écouter ce que dit le patient et les proches et l'intégrer dans cette situation de soins, une situation qui est très complexe, qui ne se limite pas à la chambre d'hôpital, voyez, qui intègre aussi le fonctionnement d'un service, le fonctionnement d'un hôpital et même une société. Tout à l'heure, je vous parlais de la T2A, qui régit le financement des hôpitaux. Ah oui, ça peut avoir une incidence dans la prise en soin. Quand il y a des évolutions sociétales comme la loi Unity, moi je ne vais pas revenir sur ces lois, ou plus récemment la loi Claes-Leonetti de 2016, là aussi, ça a forcément une incidence sur la prise en soin. Les patients, les familles sont comme nous, hein, ils regardent la télé, ils écoutent la radio, ils lisent des journaux. Voilà, toutes les évolutions de la société, à un moment donné, se répercutent aussi. Elles peuvent se répercuter dans cette prise en soin de la personne. Donc, il faut essayer d'avoir cette vision assez large et puis tenir compte aussi de ce que dit, de s'exprime la famille et les proches. Il faut être prudent. Vous voyez, moi, il y avait, c'est une anecdote, hein, mais je me souviens lorsque des familles venaient visiter l'unité, on le faisait régulièrement, vous voyez, on proposait aux familles et aux patients de venir avant pour dédramatiser un peu, parce que moi, le premier, hein, je pensais que c'était un mouroir, hein, clairement. Puis par chance, la responsable de l'unité elle m'a dit bah non, venez, je vais vous faire visiter le service, puis on va en parler. Et là, j'ai compris que ce n'était pas du tout un mouroir. Et c'est ce qui m'a donné envie, peut-être au moins d'essayer de travailler en soins palliatifs. Donc, lorsque les familles venaient, moi, je faisais un peu visiter le service en disant, vous voyez, c'est très bien, ici, vous avez la chambre est individuelle, vous avez même ce fauteuil qui est converti, vous pouvez même dormir là, c'est très bien, vous pourrez accompagner comme ça votre proche. Faut être très, très prudent, quoi, parce que qu'est-ce qui me dit qu'il veut rester là la nuit? Vous voyez, c'est pas parce qu'on a mis tout à disposition, on a un service qui est joli, qui est bien décoré, avec des soignants qui sont là, une possibilité de rester sur place, que le conjoint veut rester. En fait, il est peut-être complètement exténué. Et peut-être que là, c'est une opportunité pour lui de rentrer chez lui, de se reposer. Et ça, il faut savoir le repérer aussi. Et peut-être qu'au lieu de dire restez ici, il faut peut-être oser dire aussi pourquoi vous n'en profitez pas pour rentrer chez vous, pour vous reposer.
Vous savez en plus que maintenant, nous, on est présents. Vous pouvez appeler même la nuit, si vous voulez, il y aura quelqu'un. Mais essayez de vous reposer un petit peu. Vous voyez, ne pas considérer qu'on a toutes les connaissances et qu'on sait ce qui est bon pour l'autre. Il faut peut-être avant écouter l'autre pour essayer de déterminer ensemble ce qui est bon, pour le patient, puis ce qui est bon pour nous en général. Là, il y a un enjeu pour le soignant, ça j'ai vu aussi. Alors en fait, on vous dit qu'il faut être acteur de votre formation. Je pense que ça, vous l'avez souvent entendu. Soyez acteur de la formation. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Moi, je pense qu'il faut être auteur de sa formation. Auteur de sa formation, alors aussi bien au sens propre, auteur dans le sens où être l'auteur de sa pensée dans les analyses réflexives, dans l'écriture d'un mémoire, par exemple, mais être aussi auteur dans son parcours, dans sa carrière professionnelle, dans les choix qu'on fait. Vous voyez, l'acteur, il est en action, ça c'est une chose, mais il est mis en scène par d'autres. L'acteur, il est un peu passif, on lui dit ce qu'il faut faire. Puis des fois, il y a des acteurs, et puis il y a des bons et des mauvais rôles aussi chez les acteurs, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, il y a même des figurants, c'est des acteurs qu'on voit à peine. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a un autre enjeu aujourd'hui, c'est essayer d'être auteur de cette formation, et puis de sa pratique après. Alors, quelles sont les finalités poursuivies ? Le besoin primordial pour le patient, donc j'insiste un petit peu dessus, mais c'est bon de le rappeler, c'est de se sentir bien dans son corps, ou le mieux possible, voire le moins mal possible. Ça ne va pas qu'on est en soins palliatifs, ça c'est clair. Le patient, ça ne va pas. S'il est en soins palliatifs, c'est que ça ne va pas. Vous voyez, donc il faut être prudent aussi lorsqu'on rentre le matin dans la chambre, dire ça va. Poliment, elles vont vous répondre, les personnes, elles vont vous dire oui, ça va, par politesse. C'est vrai qu'on ose rarement dire non, ça ne va pas. Faut peut-être essayer de trouver une autre phrase, vous voyez, qui est plus adaptée. Ce qui marche pas mal, c'est dire comment vous sentez-vous. Ça marche très très bien, Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Alors là, vous ouvrez la possibilité à la personne de s'exprimer. Aujourd'hui, non, ça va, non, ça va moins bien. J'ai mal dormi, j'ai mal. Voilà, comment vous sentez-vous ? Il est beaucoup plus ouvert que le ça va, qui finalement est enfermant. Laisser au patient l'autorité de son confort. C'est lui qui sait aussi des fois comment s'installer dans le lit. Par exemple, une position antalgique, faut lui laisser. Si il est bien dans cette position-là, c'est tout. Ou s'il dit aussi, non, je préfère pas qu'on fasse ma toilette parce que là, pour l'instant, ça me fait mal. Je préférais que vous reveniez plus tard, voire même demain. À la rigueur, faites-moi la toilette demain. Pourquoi pas, ça peut s'entendre. Vous voyez, c'est son confort, dire non, c'est bon pour vous que je fasse votre toilette. Vous voyez, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été appris à faire des toilettes le matin. On a été appris à faire des toilettes aussi selon un protocole, selon une procédure. Et puis la toilette, c'est important en termes d'hygiène. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, effectivement, on raisonne en termes de confort, qualité de vie. Donc là aussi, il faut se dire, si je ne lui fais pas sa toilette, ce n'est pas pour autant que je suis un mauvais infirmier, que mes collègues vont me critiquer. Si je ne lui ai pas fait sa toilette ce matin, c'est qu'il y avait une raison. Je vais peut-être lui proposer de se rafraîchir un petit peu, les mains, le visage, par exemple. Puis après, je vais lui proposer de revenir un peu plus tard, si c'est possible. Ou si vraiment ça ne va pas, demain, pourquoi pas. Vous voyez, mais se dire, voilà, être auteur aussi, c'est ça. C'est d'avoir une pensée infirmière qui soit vraiment solide pour se dire, voilà, là aujourd'hui, ce qui est prioritaire pour lui, c'est ça, et je l'ai entendu. Voilà, considérer le patient vivant jusqu'au bout de sa vie. C'est-à-dire que le patient, il exprime aussi des choix, des désirs, des choses qui sont voilà, qui des fois ne peuvent pas sembler cohérentes. Parce qu'il y a de la colère, il y a de la révolte.
Et ça, voilà, il faut le comprendre aussi. Il y a un truc qui est essentiel à comprendre lorsqu'on est en soins palliatifs, lorsqu'on travaille en soins palliatifs, c'est de comprendre que les personnes expérimentent ce qu'on appelle la finitude. C'est quelque chose, lorsqu'on est en bonne santé, on peut, voilà, on l'expérimente pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que lorsqu'on est en bonne santé, on pense qu'on est un petit peu invincible. Et puis heureusement, quoi, en fait. D'un point de vue rationnel, on sait très bien que voilà, un jour, tout le monde, on meurt tous un jour, quoi, ça c'est certain. Mais bon, étant donné qu'on espère tous que ce soit le plus tard possible, bon, bah, voilà, on ne voit pas forcément de limite à cette existence, quoi. En soins palliatifs, lui, le patient, il a vraiment expérimenté, il expérimente la finitude. C'est-à-dire qu'il sait très bien, ça y est, la vie, elle arrive à son terme. Et il sait très bien que c'est pour bientôt, quoi. Et donc, vous imaginez que forcément, la manière de voir le monde, elle est complètement différente. Donc, il faut l'accepter aussi. Donc, raisonner en termes de bien portant, ce n'est pas la même chose que raisonner en termes à la place d'un patient en fin de vie. Ce n'est pas la même chose. Et je vais peut-être oser une comparaison qui est un peu, voilà, qui est un peu délicate, mais bon. En fait, il y avait une phrase qui était employée lorsqu'il y avait des manifestations d'étudiants dans les années 60. En fait, dans les amphis, quand c'était en pleine révolte, on disait à celui qui s'exprimait, ben, d'où tu parles, camarade. Vous voyez, c'est-à-dire, d'où tu parles, camarade, ça veut dire, c'est pas pour stigmatiser ou critiquer l'autre, mais c'est comprendre que selon sa fonction, ben, son point de vue peut être différent du mien. Vous voyez, quand on entend parler à un directeur d'établissement, ben, le discours, ça ne va pas être la même chose qu'un médecin. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Vous voyez, ils ne vivent pas la même chose. Le regard qui est porté sur le monde n'est pas le même. Si vous écoutez parler le philosophe, ce n'est pas la même chose que si vous entendez parler, écoutez parler je ne sais pas moi, un expert dans le domaine technique. Vous voyez, on est dans des visions du monde qui sont différentes. Alors, ça c'est fondamental. C'est quelque chose vraiment à avoir à l'esprit. C'est de considérer que l'homme est digne par nature, indépendamment des circonstances. L'homme est digne par nature, quelles que soient les circonstances. Sinon, tout devient prétexte. Vous voyez, ça, c'est un petit peu quelque chose à accepter. L'homme, il est digne par nature parce qu'il est né homme, tout simplement, en fait. Si on commence à mettre derrière le sauf ou le si, bah dans ces cas-là, après, vous mettez tout, quoi. Vous voyez, l'homme est digne, oui, mais à condition de, bah derrière, bah, tout est possible, en fait. Ça va être quoi après derrière? Ça va être, on va juger sur quoi? On va juger sur la couleur de peau, on va juger sur le statut social, on va juger sur le genre, homme-femme, par rapport à l'âge, peut-être, par rapport aux rentrées d'argent que fait la personne chaque année. Vous voyez, si on commence à mettre le sauf ou le si, alors là, on est, voilà, on ouvre la porte à quelque chose qui va être difficilement gérable par la suite, quoi, en fait. Donc, effectivement, il y en a certains qui ont une certaine conception de la dignité en disant, bah oui, mais ce qui est important, c'est la capacité à rester digne toute sa vie en étant présentable aux autres. Vous voyez, par exemple, être décent. Bah oui, mais là aussi, c'est très relatif, quoi. Vous avez des personnes qui sont toutes nues, ça ne va pas les déranger. C'est une réalité. Il y a des gens qui ne sont pas pudiques. Vous voyez, par contre, il y en a d'autres, rien que le fait de demander l'urinal, ça va être très très mal vécu, quoi. Vous voyez, donc cette notion de décence, elle est assez subjective. On ne peut pas dire, oui, mais à partir d'un certain seuil, on considère que la personne n'est plus digne. Enfin, le curseur, on le met où? C'est pas possible, quoi, en fait. Après, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est une question
d'autonomie, de choisir. Ouais, mais bon, est-ce que le choix il est vraiment éclairé? Un choix, vous le faites quand vous avez vraiment toutes les options qui s'offrent à vous, quand tout est posé sur la table. Quand les options sont réduites, bon, c'est autre chose. Hein. Donc, considérer une dignité qui est un petit peu universelle. Alors, le terme, bon, je vous le donne, hein, il est un peu complexe, mais ce n'est pas très grave. On dit une dignité qui est ontologique. Alors, à ne pas confondre avec oncologique. Hein, là, c'est ontologique. C'est-à-dire que finalement, l'homme, il est digne parce qu'il est, c'est un être humain, quoi, en fait. Alors, voilà. De manière concrète, de quelle manière peut-on proposer une prise en soins palliative? Déjà, il faut considérer les représentations des soins palliatifs et de la fin de vie, les siennes et puis celles des autres. Vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce que je mets derrière le mot soins palliatifs? Moi, au début, avant de connaître les soins palliatifs, pour moi, c'était un mouroir, ça c'est clair. Et si j'ai eu cette idée-là, des familles l'ont encore. Et donc, voilà, il faut déjà avoir ça à l'esprit et puis essayer de comprendre comment, quelle vision ont les personnes des soins palliatifs et puis essayer de les amener à changer cette vision-là. Alors, voilà, vous imaginez bien que les prises en soins, elles sont pas simples en soins palliatifs. Et puis, le mythe du patient qui serait complètement serein, qui serait complètement entouré par ses proches. Oui, c'est arrivé, mais ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y avait des personnes qui décédaient en étant seules, isolées, sans famille, qui décédaient en étant très douloureuses, des personnes qui étaient en colère, qui étaient très révoltées, qui étaient tristes. Voilà, ça aussi, hein, ça fait partie de. Ça aussi, c'est la réalité des soins palliatifs. Donc là aussi, il faut faire attention à ne pas non plus trop idéaliser les choses. On va faire du mieux qu'on a avec les moyens qu'on a à notre disposition. Généralement, ça va marcher. Maintenant, ça ne permettra pas forcément de proposer quelque chose qui fera que la personne elle sera pleinement sereine. Alors, de quelle manière? Soulager la douleur, ça j'en ai déjà parlé. La douleur, c'est fondamental aussi. La douleur, elle va occulter sinon tout le champ de la conscience. Donc, la douleur, il faut savoir quand même la dépister, la prévenir. Et puis, il faut quand même bien maîtriser les différents paliers d'antalgique, bien comprendre les différences entre les types de douleurs, que ce soit les douleurs par excès de nociception ou par désafférentation, donc les douleurs neuropathiques. Voilà, il faut quand même avoir un certain niveau de connaissance en termes de douleur, parce qu'il faut pouvoir agir correctement, en fait. Hein. Savoir répondre aux besoins exprimés et ou devinés. Là, des fois, il y a des besoins qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que la personne considère que qu'elle ne peut pas le dire ou ça semble déplacé. Il faut essayer de comprendre un petit peu les choses. Et puis, s'il y a un climat de confiance qui s'est vraiment instauré, alors ça ne se décrète pas. Hein, je ne peux pas dire à quelqu'un allez-y, faites-moi confiance. Hein. Moi, si on me dit ça, je ne fais pas confiance, clairement. La confiance, ça se gagne. C'est réciproque, hein, mais je pense que dans la formation, c'est pareil avec les étudiants formateurs, c'est pareil, on ne peut pas dire faites-nous confiance. La confiance, ça se gagne. Je pense que c'est par des actes concrets qu'on va se dire oui, j'ai confiance en cette personne. Et donc, si on arrive à instaurer un climat de confiance, peut-être qu'il y a des besoins comme ça qui vont pouvoir s'exprimer. Et des fois, c'est des choses, mais ça peut sembler futile, mais pour la personne, c'est important, quoi. Donc, moi, je me souviens d'un patient, son souhait, c'était de manger des brochettes. Vous voyez, c'est un truc, ça. Ouais, c'est vraiment un besoin très singulier, quoi, qui est vraiment propre à chacun. Donc là, on a entendu la demande. Ça pouvait sembler un petit peu étonnant. Il y a un bénévole qui est parti en acheter parce qu'il y avait en fait, les bénévoles avaient des financements qui permettaient de. Voilà, ils avaient quelques fonds qui permettaient d'offrir un petit plus comme ça aux patients. Par contre, il y avait le détail technique, c'est comment je les fais cuire, quoi, en fait. Hein. Avec un micro-ondes, ça allait être compliqué. Là, après, on s'est dit, tiens, on va essayer d'appeler la cuisine de l'hôpital, voir si le cuisinier ne pourrait pas le faire cuire sur le grill, quoi, en fait. Hein. Ça s'est fait, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus très compliqué. Donc, on lui a descendu les brochettes, on les a remontées 5 minutes après sur une assiette, et puis voilà.
Puis après, des fois, des besoins qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, plus intenses, quoi, comme par exemple une personne, une fois, qui a exprimé le besoin d'aller à Lourdes. Alors ça a été marquant. Alors, pourquoi Lourdes? Au début, on s'est dit, oula, elle espère certainement un miracle ou quelque chose comme ça. Donc, on a essayé de creuser un petit peu. En fait, elle a dit, bah non, en fait, c'est une ville que je connais pas. Enfin, je sais pas, j'ai entendu beaucoup parler. C'est une ville que j'aurais bien voulu voir, quoi. Et en fait, on a entendu le besoin. Vous voyez, il y a peu de réponses en disant ah oui, ben non, c'est pas possible. Ou bien ah oui, oui, mais on va le faire. Vous voyez. Non, non, on a entendu le besoin et en entendant le besoin, on a dit bon, on va voir ce qui est réalisable. Et finalement, bah, alors il y a eu plein de problématiques hein, et comme ça, de fil en aiguille, on a réussi comme ça à organiser le voyage. Elle a pu y aller. Alors il y a eu des contributions. Il y a un ambulancier qui a entendu parler de ce projet-là. L'ambulancier l'a dit écoutez, moi je veux bien fournir un véhicule, je veux bien venir aussi conduire le véhicule. Par contre, ce que je souhaiterais, c'est qu'on me paye au moins l'essence et puis le péage, quoi. Ça s'entend, quoi, c'est logique. Mais vous voyez, on a trouvé une ambulance. Il y avait un étudiant infirmier qui était en stage, je me souviens, il a ramené un pull. Enfin voilà, il s'est dit peut-être elle aura froid là-bas. Moi, je suis un petit peu, un petit peu large d'épaule, on va dire. Donc, il s'est dit peut-être le pull, ça pourra bien lui aller avec les sables, tout ça, ou mieux quelque chose un peu large. Il lui a ramené un de ses pulls. Je lui ai dit, tu sais, ton pull, à mon avis, si tu le donnes, tu le reverras peut-être plus. Parce que, bon, vu les conditions, il m'a dit non, mais voilà, ça lui tenait à cœur aussi d'y participer, quoi, en fait. Alors, il y a 3 questions qu'on va retrouver souvent, qui renvoient vraiment à 3 dimensions de l'être humain. C'est le temps, le corps et autrui. Hein. Combien de temps il lui reste à vivre? Ça, c'est une question qu'on entend souvent. Bah, ça renvoie directement au temps. Est-ce qu'il souffre? Pour les personnes qui sont inconscientes, effectivement, on pourrait se demander est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il a mal? Ça renvoie au corps. Et est-ce qu'il ne réagit plus, mais est-ce qu'il nous entend? Ah oui, ça renvoie à l'altérité. Et donc, ça, généralement, c'est 3 questions qu'on va retrouver de la part des patients. Ben, ces 3 questions, en fait, on peut essayer d'y apporter des réponses, hein, sans que ce soit des réponses complètement fermées, quoi, mais on peut tenter d'y apporter des réponses. La première, par rapport au temps, c'est de dire, bah, on ne sait pas, quoi. Personne ne peut prédire le temps qui reste à vivre. Moi, je vous assure, j'ai vu des patients qui avaient une respiration, ça tenait à un cheveu, quoi. On avait l'impression qu'ils ne respiraient même plus. Ben, en fait, ils ont survécu des jours entiers, quoi. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'ils attendaient quelque chose, il y a peut-être... en plus, là, ils attendaient que quelqu'un revienne pour rendre visite. On s'est dit peut-être qu'il attendait ça aussi, quoi. On ne sait pas quelles sont les ressources de l'être humain. On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Donc, le temps, on ne peut pas savoir. Par contre, après, ce qu'on peut dire aussi, moi, ce que je donne aux familles, c'est des éléments qui sont objectifs. Hein. C'est, voilà, bah, là, aujourd'hui, ça va moins bien, quoi. Vous voyez, ça va moins bien, c'est quoi? Il ne s'est pas levé, il ne mange plus, on n'a pas d'urine. Ça, c'est pas un très bon signe, en fait. Hein. Il n'y a pas d'urine depuis ce matin. Bon, bah, c'est des signes, par exemple, que les reins ont arrêté de fonctionner. C'est pas des très bons signes. Et c'est des signes, voilà, qu'on peut dire qu'on a observé auprès des familles, que c'est pas des bons indicateurs. Mais on peut surtout pas dire, bah oui, il reste 2 jours à vivre, quoi. Ça, c'est impossible. Hein. Est-ce qu'il souffre? Là, on peut apporter une réponse aussi en disant, bah voilà, on est déjà mis en place tout ce qu'il faut en termes d'antalgique. Bah regardez, son visage, il a l'air quand même assez détendu, il n'est pas crispé ou autre. On peut quand même apporter des réponses à ce niveau-là pour assurer les familles. Et il ne réagit plus, mais est-ce qu'il nous entend? Alors, moi, je pars du principe qu'un patient qui est réactif, qui est dans le coma, il entend. Alors, moi, je pars de ce principe-là parce que je sais que c'est très complexe. Il y a différents niveaux de coma, de vigilance. On ne sait pas trop ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont revenues du coma
qui sont sortis du coma et qui ont bien compris, qui avaient capté des choses, des conversations ou autres. Donc, moi, dans le doute, pour moi, il entend. Donc, comme il entend, bah, je m'adresse de manière très respectueuse, je lui parle, même s'il est voilà, inconscient. En tout cas, voilà, je fais comme s'il il entendait. Et je suis très vigilant aussi. Si des fois il y a des histoires d'héritage qui se gèrent un petit peu dans la chambre, là je demande aux familles, de manière un petit peu anticipée, peut-être de sortir et puis d'en discuter à l'extérieur, dans un bureau par exemple. Et donc là, pour répondre à un commentaire aussi, donc je vous ai mis la référence. Alors ça, c'est un article que j'ai écrit dans une revue qui s'appelle Ethica Clinica, qui est paru en 2014. Et la référence précédente, je vous en parlerai après, c'est le manuel de soins palliatifs. Donc je vous en parlerai davantage à la fin. Pour les personnes qui sont intéressées, dedans, vous trouverez vraiment beaucoup de tous les éléments nécessaires. Alors, prendre en considération des souhaits qui sont parfois contradictoires. L'accepter aussi, bah oui, des décisions qui peuvent sembler paradoxales. Bah oui, je veux, puis je veux plus. Ah bah, j'aimerais bien rentrer chez moi, mais non, j'ai plus envie. Vous voyez, il faut l'accepter, comme je l'ai dit. Le regard que nous, qui sommes en bonne santé, portons sur le monde, c'est pas la même chose que le regard qui est porté par quelqu'un qui est, voilà, qui est dans cette finitude. Et donc, il faut accepter qu'il y ait de l'ambivalence, qu'il y ait voilà, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des, voilà, c'est très, on imagine à quel point ça peut être déstabilisant. Enfin, on ne peut pas l'imaginer, mais on suppose que ça peut être très déstabilisant. Favoriser le sentiment d'estime de soi et d'appartenance. Alors ça, c'est fondamental. Faire en sorte que la personne, elle se sente estimée, vous voyez, par égard, et qu'il y ait cette appartenance qui soit là au niveau de la communauté, humaine. Alors ça passe par le détail, ce qu'on disait, et puis aussi par le fait de fêter les événements. Vous voyez, comme je vous disais, les anniversaires, les réveillons. Ben, oui, ça se fête. Alors, moi, j'étais embêté le 1er janvier quand je travaillais. C'était vraiment, enfin, au début, c'était vraiment problématique. À chaque 1er janvier que je travaillais à l'unité de soins palliatifs, je me disais, qu'est-ce que je dis en rentrant dans la chambre, quoi. Vous voyez, si je rentre en disant bonne année, bonne santé, c'est complètement inadapté, quoi. Il y a peut-être des formulations à trouver. On peut adresser les meilleurs vœux à une personne. Vous voyez, même en fin de vie, on peut lui souhaiter des meilleurs vœux, quoi. Vous voyez, être prudent peut-être dans la formulation, mais en tout cas, favoriser ce sentiment d'estime de soi et d'appartenance, et éviter surtout tout ce qui est objetisant ou stigmatisant, et qui finalement va faire que ça va porter atteinte à ce sentiment de dignité, quoi, de la personne. Vous voyez, ce qui est objetisant, c'est lorsqu'on emploie des termes qui renvoient à des objets, par exemple le fait de chauffer. C'est un moteur qui chauffe, hein, c'est pas une personne. Moi, je fais attention au mot couche aussi. Vous voyez, dire bah, je vais lui changer sa couche. C'est vrai que moi, au début, il y avait une infirmière qui me fait la remarque quand je travaillais. Je n'avais pas tellement fait attention, quoi. Je n'avais pas tellement le problème que ça représentait. Parce que je me disais, à partir du moment où je fais bien le soin, je vois pas en quoi c'est problématique. Puis un jour, il y a l'impression qu'il m'a fait la remarque, ouais, en me disant qu'il portait une couche comme un bébé, quoi. C'est vrai, une couche, c'est pour les bébés, quoi. Un adulte, on met des changes, c'est pas la même chose. Ça, c'est important. Il faut essayer de trouver le mot juste aussi quand on travaille en soins palliatifs. Puis ailleurs, d'ailleurs, hein. Essayez d'avoir le mot juste. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient objetisants, vous voyez, ou le on, par exemple, c'est catastrophique. Hein. Allez, on va se lever, hein, on va faire la toilette, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas du tout adapté, quoi. Qu'est-ce qui est je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner jusqu'à la salle de bain. Vous voyez, c'est pas le on va faire quelque chose, quoi. Et ce qui est vraiment très catégorisant aussi, c'est qu'on réduit une personne à simplement une particularité physique. Alors ça, c'est dramatique. Hein. Donc, vous avez par exemple les cancéreux,
Vous avez les... Alors là, c'est pareil, hein, vous pouvez faire toutes les catégories que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire, il y a les lépreux, il y a les Covid+. Ouais, voilà, ça, c'est à la mode aujourd'hui, les Covid+. Après, quand on parle d'un Covid+, on ne sait même plus, sait même pas si c'est un homme, une femme, si c'est un enfant, peut-être, je ne sais pas. Ouais, c'est un Covid+. Il faut peut-être essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. À la rigueur, je préfère qu'on dise, bah oui, c'est une femme porteuse du Covid. Là, c'est déjà plus clair, quoi. Ça, c'est une très belle phrase, hein, d'Albert Camus, qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Vous voyez, bah, effectivement, peut-être lorsqu'on ne trouve pas les bons mots, bah, finalement, on rajoute du malheur là où il y a déjà du malheur. Alors, anticiper, évaluer, réajuster. Donc, en soins palliatifs, être auteur de sa pratique, c'est important. Vous voyez, cette pensée infirmière, elle est vraiment fondamentale parce qu'en soins palliatifs, on a accès à des prescriptions anticipées. Les prescriptions anticipées, c'est le médecin qui va vous donner le droit d'administrer un traitement en anticipant la prescription, c'est-à-dire il va marquer, ben voilà, s'il y a des douleurs, il faut administrer tel traitement. S'il a des nausées, ce patient, ben, il faut lui administrer tel traitement. S'il est angoissé, administrer de l'hypnovel, par exemple. Et donc, ben, c'est très bien, ça aide, à condition que l'infirmier qui soit en capacité d'analyser clairement la situation. Vous voyez, si le patient il vous dit « Ah là là, je ne me sens pas bien, je suis angoissé », ok, pas de souci, j'ai la prescription anticipée, allez, hop, Xanax ou Hypnovel. Attendez, il faut peut-être essayer de creuser un petit peu, quoi, aussi, là. Il me dit qu'il est angoissé. Qu'est-ce qu'il cherche à m'exprimer? Est-ce que c'est vraiment de l'angoisse? Peut-être qu'il y a quelque chose qui le contrarie. Vous voyez, peut-être qu'il s'inquiète parce qu'il n'y a pas eu de visite encore en début d'après-midi. Puis habituellement, je ne sais pas, son épouse, elle vient à 14h et puis là, il est 15h et puis c'est l'angoisse. Je ne vais pas donner un Xanax pour ça. Vous voyez, il faut faire attention aussi, c'est pas prescription anticipée, c'est pas c'est aidant, ça c'est clair, mais c'est pas non plus systématique. Hein. Alors en soins palliatifs, il y a beaucoup de transmission aussi, hein, parce que finalement, les situations, on a l'impression que bon, voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Je peux vous garantir que ça change d'heure en heure, voire de minute en minute. Hein. Et donc, oui, les transmissions, elles sont très importantes. On en faisait à différents moments avec l'équipe de nuit, à la prise du poste. On en faisait avec l'équipe médicale, puis l'équipe un peu plus large avec les secrétaires, psychologues. On faisait le staff. Après, en milieu de la matinée, il y avait des bénévoles qui venaient. Et là, on faisait des transmissions aussi. Alors, c'était une bonne transmission. Enfin, dans le sens, c'était un bon exercice parce qu'il fallait présenter le patient, mais sans donner d'éléments d'ordre médicaux. Donc, ça oblige à voir la personne sous un autre jour, finalement. Hein. Et donc, voilà, il faut sans cesse anticiper, évaluer, réajuster, parce qu'effectivement, la situation, elle peut vite changer. Des douleurs peuvent apparaître. Voilà. Il faut être très, très vigilant. Coopérer, oui, travailler ensemble. Coopérer au sein de l'équipe, mais coopérer aussi avec le patient. Ne pas s'enfermer dans un protocole. Alors, c'est ça qui est aussi fondamental. Les protocoles, ils sont importants. Et grâce au protocole, on peut soigner de manière sûre et puis en apportant un soin de qualité. Maintenant, les protocoles, ils sont à visée universelle et ils ne correspondent pas forcément à la singularité des situations. Et pour revenir à l'exemple des soins de bouche, moi je me souviens un jour d'un patient, je n'arrivais pas à lui faire le soin de bouche, quoi. Il ne voulait pas, vous voyez, il refusait. Et donc à un moment donné, je lui ai demandé, voilà, s'il y a quelque chose qui lui ferait plaisir, quoi, en soin de bouche. Il m'a demandé de la bière. Vous voyez, c'est peut-être un peu, bon, c'est pas orthodoxe, hein, ça c'est clair, quoi. Bon, là aussi, c'est pas des décisions hâtives, c'est des décisions en équipe, on peut en discuter avant. Après, pourquoi il demande de la bière? Peut-être qu'il devait certainement aimer en boire avant. Hein. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est en fin de vie qu'il faut l'empêcher d'en boire ou de faire un soin de bouche avec?
Alors, il ne pouvait plus boire parce qu'il y avait une maladie, il y avait un cancer ORL qui l'empêchait de boire. Maintenant, ça peut empêcher qu'on fasse des soins de bouche à la bière. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est visé? Confort, qualité de vie. Peut-être qu'avec la bière, je vais réussir à nettoyer un peu la cavité buccale, à le rafraîchir, ça va lui faire plaisir, ça va lui rappeler un goût qu'il apprécie. Ouais, pourquoi pas, vu comme ça, quoi. Sans porter de jugement ou autre, vous voyez. Et ça a été validé, monsieur? Ça a été fait à la bière? Bien sûr. D'accord. L'histoire elle a même été assez drôle parce que, alors en fait, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, ce qui était très drôle, c'est que le lendemain, il y a son fils qui est arrivé et il me dit, excusez-moi, je viens de voir mon père, il me dit qu'un infirmier lui aurait fait un soin de bouche à la bière hier, c'est vous? Vous voyez. Donc le fils serait surpris, bon, ce qui est légitime. Donc bon, moi je commence à y aller prudemment parce que je me dis, bon, c'est vrai qu'il peut se mettre en colère ou autre, donc je lui expliquais. Il me dit, ah bon, d'accord. Il me dit, parce que, en fait, maintenant, il voudrait un soin de bouche au champagne. Est-ce que c'est possible? Bah, oui, pourquoi pas? Vous voyez. Alors là, c'est un peu. Là aussi, c'est pas très orthodoxe. Hein, donc, je me souviens, il y avait un centre commercial qui était juste à côté de l'hôpital. Le fils, il est parti chercher une petite bouteille, vous savez, de champagne. Et puis, il lui a fait des soins de bouche avec. Mais enfin, franchement, pourquoi pas? Encore une fois, ça lui fait plaisir, ça nettoie la cavité buccale. Puis, ça montre la relation qu'on a avec l'autre et puis ça montre la confiance, les égards qu'on a pour l'autre, encore une fois. Vous voyez, on est dans ça. Plutôt qu'essayer de. Bon, c'est vrai que ça peut être un petit peu interpellant, quoi, mais bon, après, si ça apporte du confort. Ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se faire dans un service traditionnel, conventionnel, malgré que ce soit une personne en soins palliatifs. Pourquoi pas? C'est inconcevable. Bah si, pourquoi pas? Même des soins de bouche au café, vous voyez, c'est un peu bizarre, quoi. Bon, bon, moi, c'est vrai que j'apprécierais pas. J'en bois pas du café, donc ça m'arrive d'en boire, mais très rarement. C'est pas le genre de truc que j'apprécie. Et je me dis, quelqu'un qui aime bien boire le café, vous voyez, il y a des personnes pour qui c'est fondamental, quoi. Il faut un café pour démarrer la journée. Bon, ok. Peut-être que ça aussi, on peut lui proposer. Mais à la rigueur, essayer d'en discuter en équipe. Le truc, c'est surtout de dire, bah non, c'est pas possible. Vous voyez, faut oser aussi l'exprimer, quoi. Même si après, bon, bah, ça passe pas, bon, bah, tant pis, quoi. Mais au moins, on l'aura exprimé, quoi. Et généralement, je pense qu'en mettant les arguments, vous allez vite susciter l'adhésion autour de vous. Des patients qui étaient diabétiques aussi, voilà, quel est en soins palliatifs, quel intérêt ça a de respecter un régime diabétique ou de les priver de pâtisserie, de choses comme ça en toute fin de vie, enfin, franchement. Ah oui, mais ça va déséquilibrer le diabète. Oui, bon. Ouais. D'accord, ça peut déséquilibrer un petit peu. Bah, peut-être c'est pas très grave. Au soir, on fait un contrôle de la glycémie. On injecte une dose d'insuline un petit peu plus importante. Et puis voilà, ça ira très bien pour aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'on vise, encore une fois? Confort, qualité de vie. Hein. Avoir conscience de la temporalité, ça c'est important aussi. Tenir compte que lorsqu'on est en fin de vie, ou même lorsqu'on est malade ou lorsqu'on souffre, le temps, il n'a pas la même. On ne perçoit pas le temps de la même manière, quoi, en fait. Hein. Bon, il y a une histoire à ce sujet. Bon, là, allez, je vais vous raconter une deuxième histoire. Alors là, par contre, c'est pas l'histoire de la petite fille, là, c'est vraiment une histoire drôle, mais finalement, elle en dit long aussi. C'est l'histoire d'un homme qui rencontre Dieu et puis qui va lui poser deux questions. En fait, il dit simplement à Dieu, voilà, Dieu, qu'est-ce que pour toi 100 000 ans? Et donc Dieu réfléchit, puis lui dit, pour moi, 100 000 ans, c'est rien, quoi. 100 000 ans, pour moi, c'est quelques secondes. C'est tout, quoi. Alors, écoute, j'ai une deuxième question à te poser. Qu'est-ce que pour toi 100 000 euros? Dieu, il dit, 100 000 euros, pour moi, c'est rien. 100 000 euros, c'est quelques euros, quoi. Ça ne représente rien du tout, quoi, pour moi. Et donc, l'homme va se dire, bah, écoute, j'ai une demande à le faire. Donne-moi 100 000 euros, s'il te plaît. Et Dieu lui répond, ouais, il n'y a pas de souci, attends quelques secondes, je reviens. Et vous comprenez l'histoire. La temporalité, elle n'est pas du tout la même, quoi. Alors là, bon, on est dans le registre du comique.
Mais à l'hôpital, ça peut être un peu moins drôle. Lorsque vous êtes débordé, vous n'arrêtez pas de courir, vous ne voyez pas le temps passer, et puis vous avez un patient qui sonne en disant j'ai mal, j'ai mal. Vous voyez, et puis vous courez, mais vous faites au plus vite pour aller chercher l'antalgique, et puis vous revenez, puis il est très en colère, il dit mais qu'est-ce que vous avez fait quoi? En fait, ah oui, parce qu'en fait, quand on souffre comme ça, le temps il semble durer une éternité. Et vous, en tant qu'infirmière, vous êtes dans cette agitation, et puis là ça passe très vite. Il faut tenir compte que la temporalité, le rapport au temps, le rapport à la vie, encore une fois, je reviens sur cette notion de finitude, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a un très bel article aussi que je vous invite à lire, de Plateau et Plateau. Alors, vous en connaissez un des deux. Il y en a un des deux que vous connaissez, c'est M. Plateau, qui a écrit un texte avec Véronique Plateau, qui est son épouse, qui est infirmière. Et en fait, ils ont écrit un texte sur la nuit en soins palliatifs. Et ils décrivent un petit peu cela, en fait, que la nuit, ce n'est pas la même chose que le jour aussi. Vous voyez, la nuit, il y a des... ouais, c'est pas le même rythme. La nuit, il y a des choses qui vont s'exprimer, qui vont être, voilà, qui vont peut-être s'éveiller à ce moment-là. Ça peut être aussi des craintes, des angoisses qui vont s'exprimer. Oui. Il faut tenir compte aussi de ce rythme-là qui est différent, en fait. Alors, quelques éléments par rapport à l'attitude des soignants. S'établir au sein d'une situation de soins. Ça, c'est le premier élément, avoir conscience de toute cette complexité. Ça veut dire que je ne suis pas seul à soigner. Je ne suis pas tout seul non plus à prendre soin de la personne. Ce patient, il n'est pas isolé. Il y a d'autres patients autour de lui. Il y a aussi des proches qui sont là. Et moi, je ne travaille pas seul. Il y a aussi toute une équipe. Et puis, j'interviens dans un système qui est beaucoup plus complexe avec le fonctionnement de l'hôpital, la société qui a son effet aussi sur la prise en charge de la fin de vie. Alors, l'exemple, c'est par exemple l'évolution de la mort par rapport à la société. Au Moyen-Âge, une bonne mort, c'était une mort finalement qu'on allait pouvoir voir venir. Vous voyez, par exemple, c'est l'histoire alors il y a une fable de La Fontaine comme ça, l'histoire du laboureur qui sent sa mort venir et qui rassemble ses enfants. Alors ça, c'était une bonne mort au Moyen-Âge parce qu'en fait, on avait possibilité finalement peut-être de se repentir, de demander pardon pour accéder au paradis. On avait possibilité aussi de rassembler les enfants pour s'assurer que les terres seraient bien réparties, enfin voilà, régler les questions d'héritage. Ça, c'était considéré comme une bonne mort dans un environnement où la mort a été permanente, quoi, finalement. Là, aujourd'hui, c'est plus ça, une bonne mort, quoi. Vous voyez, dans notre société, une bonne mort, ce qu'il faut, c'est vivre intensément, il faut consommer beaucoup. Enfin, voilà, c'est un peu le modèle de la société consumériste. Et puis, lorsque ça arrive, que ça aille très vite, le plus tard possible, et surtout que je me rende compte de rien et que je ne souffre pas, quoi. Ce qui est légitime. Mais là, on est vraiment dans ce qu'est ce que serait la bonne mort aujourd'hui, en fait. Autre élément, avoir conscience de nos propres modèles. Alors ça, c'est un livre, c'est un article que vous trouvez facilement sur Internet. Pardon. Il est très éclairant, ce livre, cet article, pardon, parce qu'en fait, il reprend l'histoire de la profession, les valeurs qui sont attachées à chaque grande période de la profession pour mettre en évidence des modèles. Et en fait, on se rend compte qu'on se retrouve dans des modèles du soin. Vous voyez, donc il y a différents modèles. Il y a par exemple les femmes soignantes au tout début. C'est quoi les valeurs qui sont encore attachées? C'est la douceur, la disponibilité, la présence à l'autre. C'est un peu la maman qui est réconfortante. Vous voyez, après, il y a le modèle qui est religieux. Le modèle qui est religieux, on soigne par vocation, on soigne avec obéissance, on soigne avec humilité. Il y a le modèle qui est scientifique. Les personnes qui vont se retrouver dans la technique, dans la science, dans la rigueur, dans l'expertise. Vous voyez, on est dans différents systèmes de valeurs. Et ce qui est important, c'est de savoir dans quelle valeur je me situe. Ça, c'est important pour essayer de comprendre un petit peu ma manière de soigner et comprendre aussi que cette manière de soigner, elle peut venir se heurter
a des valeurs différentes d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes un peu dans ce modèle qui est très maternant, voilà, vous êtes un petit peu comme une bonne mère pour les patients. Si vous tombez sur un patient qui, lui, est surtout et surtout dans le respect de son autonomie, il ne veut pas qu'on l'embête, il ne veut surtout pas qu'on lui dise ce qui est bon pour lui, ça risque d'entrer en tension, quoi. Vous voyez. Donc peut-être avoir une connaissance de soi, de ses propres modèles du soin, communiquer avec la famille, communiquer avec le patient, communiquer avec l'équipe. Ça, c'est fondamental. On en parlait par rapport aux soins de bouche, par exemple. Hein. On ne prend pas non plus de décision comme ça hâtive. On en parle avant en équipe pour savoir finalement si c'est une bonne décision. Penser, ça c'est important, au travers de la réflexivité, le raisonnement, la recherche. Alors, bon, voilà, c'est ce que dans un texte j'ai appelé les 3 R de la pensée infirmière. C'est grâce à cette pensée infirmière qu'on peut devenir vraiment auteur de notre pratique. Puis après, il y a un autre point qui est fondamental, c'est oser s'indigner. Oser s'indigner, c'est préalable à la réflexion éthique. C'est-à-dire, en fait, se dire à un moment donné, là, je ne suis pas d'accord. Là, non, ça ne va pas, quoi. C'est en décalage avec ce que je voulais proposer à la personne, c'est en décalage avec mes valeurs. Non. Je pense qu'il faut qu'on en discute. Et sinon, envisager de faire autrement. Vous voyez. Et ça, il faut oser, quoi. Vous voyez, l'histoire du soin de bouche. Alors, j'ai vu, par exemple, j'essaie de regarder les commentaires entre deux. Hein. Des soins de bouche au vin, ça se fait aussi. Ouais, pourquoi pas. À un moment donné, il faut le dire, quoi. Vous voyez. Oser s'indigner, c'est peut-être se dire, voilà, plutôt que de ne pas faire de soins de bouche, peut-être oser dire, peut-être, non, il faut que les soins de bouche soient faits, mais on va peut-être les faire différemment, puis expliquer pourquoi. Oser s'indigner, c'est par exemple le fait de, je sais pas, faire la toilette comme ça de manière systématique aux patients le matin, en disant peut-être à un moment donné, non, c'est pas normal de le faire dans ces conditions-là pour lui. Et de toute façon, c'est le point de départ à la réflexion éthique. La réflexion éthique, je vous l'avais dit l'an passé, l'éthique, elle part d'un conflit de valeurs. Et donc, pour qu'il y ait conflit de valeurs, il faut pouvoir identifier ses propres valeurs. À un moment donné, il faut oser les exprimer. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément évident, mais ça se fait aussi avec l'expérience. Et puis, ça se fait aussi dans un climat de confiance qui va se créer au sein de l'équipe. Après, des fois, on est dans des situations où ce n'est pas possible. Bon, c'est tout. Hein. On essaie de faire pour le mieux. Hein. Et on en arrive à la conclusion. Alors, voilà en conclusion 2 références. Alors, Héraclite, qui était un philosophe présocratique, alors il est très très ancien, parce qu'il date d'avant Socrate, lui parlait de l'éthos soignant. Alors, l'éthos soignant, c'est une manière d'être, une manière de se comporter. Vous voyez, il y a une manière d'être sociale chez les infirmiers qui est assez caractéristique, que vous avez réussi à découvrir lors des stages. Et ça, c'est des choses qu'on vous apprend en formation, mais que vous apprenez aussi par la pratique. Vous voyez, il y a des valeurs dans le groupe, si on considère les infirmiers comme un groupe social, il y a des valeurs qui sont propres. Et lorsqu'on veut être infirmier, on n'a pas d'autre choix que d'adhérer à ces valeurs, en fait. Vous voyez, c'est une manière, donc, j'aime bien cette formule d'Héraclite, une manière d'habiter le monde. Les soins palliatifs, ça peut être ça aussi, c'est une manière d'habiter le monde. Au sens finalement d'une philosophie de soins. Et puis après, une dernière définition, alors là qui est Euripide, ce n'était pas un philosophe, hein, c'était un auteur de l'Antiquité qui disait « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble ». Alors là aussi, c'est une très très belle formule que j'utilise parfois en éthique. Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Là, c'est pareil, la prise en soins palliative, elle ne peut pas se faire de manière isolée. Et même si j'ai des connaissances, des compétences, voilà, ce n'est pas suffisant pour une prise en soins de qualité. Je vous laisserai le PowerPoint. Je suis passé un petit peu vite, mais il y avait toute la bibliographie. Vous retrouverez les éléments. Et puis, voilà, il y a eu quelques références que j'ai évoquées, donc vous pourrez retrouver aussi dans le manuel de soins palliatifs. Alors, s'il y a des personnes que ça intéresse, vous pouvez
il devrait être bientôt disponible au CDI. Alors, c'est vraiment un pavé, hein, il fait 1300 pages. Bon, alors, M. Plateau, il y a participé, moi j'y ai participé aussi. On n'a pas écrit 1300 pages, hein, vous vous doutez bien. On en a écrit quelques-unes. Mais bon, en fait, si vous cherchez vraiment une référence en la matière, bah, vous avez ce manuel-là qui vient tout juste de sortir. Il date de 2020, quoi. Donc, il est tout récent. Il est arrivé là à l'automne, en fait. Et j'ai terminé mon intervention, et pile à l'heure en plus. Alors là, c'est vraiment même incroyable. Il est 15h30. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas déborder trop sur votre temps. Je ne sais pas ce qui est prévu après. Je ne sais pas si éventuellement il y a des questions. Si vous souhaitez poser des questions maintenant, c'est possible. Autrement, vous pouvez me contacter par mail aussi. Hein, si vous souhaitez que j'y réponde de manière plus différée, c'est possible. Pas de questions? Non. Merci. Non, Merci. ça va? Très bien. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, j'espère que l'intervention elle a répondu aux questions que vous pouviez avoir par rapport aux soins palliatifs. Vous aurez l'intervention de M. Plateau aussi bientôt, qui vous présenter donc j'arrive plus à parler, dis donc. La spécificité des nuits en soins palliatifs. Et donc voilà, vous aurez un complément aussi par rapport à cette intervention. Et donc, bon, les personnes qui sont portées volontaires pour le congrès, bon, j'espère que ça va pouvoir se faire quand même du mieux possible, hein, peut-être de manière hybride, hein, il faut s'y attendre, c'est-à-dire à la fois en présentiel et en distanciel. Mais bon, en tout cas, ça va être une expérience très intéressante. Et puis en plus, bon, pour vous, c'est quand même, je pense qu'on est dans du gagnant-gagnant, mais je pense que c'est quand même votre avantage parce que même si vous participez un jour à l'organisation et si vous avez plusieurs jours de formation, ça vaut largement le coup. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, pareillement.